Et bonjour et bienvenue sur Indécent Podcast, c'est Fred. On est dimanche, on est le 12 juillet déjà, fiche trop le temps passe vite, et on se retrouve pour un petit dimanche indécent, parce qu'on est comme ça, voilà. Comme vous pouvez le voir, nouveau setting comme on dit, je m'essaye à la lumière naturelle pour une raison toute bête, c'est que fermer les volets et mettre l'éclairage, ça va chauffer un petit peu trop fort. Donc, c'est pas l'éclairage d'habitude, mais on s'en moque, hein, ce qui compte, c'est l'émission. Voilà. Pour ce nouveau, dimanche indécent, comme d'habitude, on va regarder quelques kits de découverte qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil, voilà, ou qui m'interpellent en tout cas. Et surtout, on va faire une petite discussion sur les Ennies Awards, mais pas que en fait, plus globalement sur les prix des récompenses. Ça fait un petit moment que j'en parlais, ce sera un petit peu l'occasion avant de se quitter pour ce soir. Voilà un peu le menu de la soirée. Et bonsoir mon cher Mathem. Est-ce que je suis motivé? Alors oui, mais en même temps, ici, il fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chaud que dans l'ouest et dans le sud. On doit être quoi, dans les 32-33 à l'extérieur? Donc quelque chose comme ça. Donc c'est quand même beaucoup plus gérable, entre guillemets, hein, je mets beaucoup de guillemets à la façon dont on gère la chaleur, hein. Donc donc c'est vrai que c'est un peu plus simple pour moi, mais ceci dit, comme je disais, je laisse entrer un peu de lumière pour éviter de surchauffer la pièce, ce qui me semble un peu logique. Voilà, comme je disais, quelques kits de découverte qui m'ont semblé plus ou moins intéressants. Ouais, Paris 38, tu m'étonnes. En fait, le problème de Paris, c'est qu'il y a beaucoup moins d'espaces verts et de choses comme ça. Il y en a, hein, bien sûr, hein, mais forcément, ça tape beaucoup plus avec la réverb, ce qui est un peu moins le cas là où j'habite, forcément. D'ailleurs, moi, je suis sur le côté arrière où il y a tous les jardins, donc forcément, c'est un petit peu plus facile à gérer aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Et bonsoir mon cher Gébrand. Voilà. Qu'on va se faire quelques kits de découverte et je vais mettre tout de suite le, est-ce que les arbres, c'est moins rentable que les pubs? Ah, bien écoute, alors, petit aparté, détrompe-toi, puisque dans beaucoup de municipalités, on est en train de revenir assez rapidement, ça va venir assez rapidement, hein, sur, de la revégétalisation et des espaces verts, de plus en plus. Vraiment, en tout cas sur la partie publique. Ça, il y a beaucoup de projets, dans le coin où j'habite. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont en train de se préparer. Parce que, les gens, subissent de la même façon que nous, donc ils voient très bien un peu ce qu'il va falloir faire. Bref, petit aparté à part. Donc le premier kit de découvert du jour, je mets la petite bannière, c'est le kit de découverte de Last Sabbath chez le studio Agathe, qui est en cours de financement, hein. Oui, 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 les rues bétonnées, mais j'en reparlerai si ça vous intéresse à l'occasion. C'est vrai que, vu mon métier, je suis en train de me renseigner sur les toitures végétalisées, voiles végétalisés et parking végétalisé. Voilà. Si un jour ça vous intéresse, on pourra en discuter. Il y a pas mal de choses qui existent. Voilà, donc je mets ici tout de suite, pouf, en partage, le kit de découverte de Last Sabbath. Voilà, donc le dernier Sabbath, la dernière réunion de sorcières. Là, vous voyez bien tout de suite de quoi on va causer, hein. Ça va tout de suite être un peu moins déconnant, un peu moins rigolo. C'est pas Pumpkin Spice, quoi, hein, que je vous avais déjà chroniqué il y a quelques 1 ou 2 mois en arrière. Donc c'est un jeu d'Atropo Kelevra et Valentino Sergi, qui était chez Officia Menigi, oui pardon, jeu italien, donc une traduction d'un jeu indé, donc c'est un label Agathe Indie je crois, ou Agathe Indé, quelque chose comme ça. Et illustration Lopoutine, vous verrez que les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors le kit de découverte, 11 pages. Donc déjà, on est sur quelque chose de très synthétique, en tout cas dans ce que ça va nous raconter, ce que ça va essayer de nous faire découvrir. Donc premièrement, paf, première page, on vous explique, c'est un aperçu de l'ambiance et des mécaniques, ni plus ni moins. Il n'y a pas vraiment de scénario là-dedans. On vous explique, voilà, c'est un jeu sans meneur de jeu, on peut le jouer en solo ou à plusieurs, à tour de rôle. Donc c'est un jeu narratif, avec des outils de divination, qui est plutôt du tarot. Voilà, ce qui me semble un peu logique, jeu de sorcière, tarot, divination, tout ça. Et vous des amorces qu'on va voir un petit peu. Donc vous allez jouer une sorcière dans une congrégation qui vont devoir répondre à un appel, etc. Donc voilà un petit peu l'équipe qui était derrière la création originale. Donc Officia Meningi, voilà, pardon, Officina Meningi et Studio Agathe, donc avec à la trad Jennifer Flageolet-Touba. Bon, c'est quand même toujours mieux de le dire. Introduction. Ça va être un jeu à journal. Un jeu à journal dans le sens où, à tour de rôle, on va raconter sous forme de souvenirs, sous forme de narration, enfin en tout cas voilà, vous allez raconter ce qui se passe en répondant à des questions et en utilisant donc des tarots, etc.
pour résoudre, des problématiques. Voilà. Donc, voilà, le manuel met à disposition des nombreuses amorces et cetera, pour chaque scène. Il va y avoir 7 scènes et c'est des parties à peu près de 2-3 heures, hein, pas plus. Donc c'est vrai que si vous débutez, ma foi, ça peut être un bon sujet. Par contre, le thème, vous allez voir, c'est un petit peu autre chose. Donc déjà, vous voyez un petit peu le genre d'illustration, voilà, on est dans des sorcières, en rapport avec la nature, les forces telluriques, donc plutôt intéressant. Donc comment ça fonctionne? On va avoir des amorces, ou une divination, hein, qu'on va faire avec des outils et cetera, qui vont composer une scène. Ensuite, chacun à son tour, on va participer à la création de l'univers et de la narration partagée, avec description et événements. Le cycle, c'est quand vous bouclez votre tour de jeu, et chaque scène compte un nombre limité de cycles, entre 3, 5 et 7. 7, c'est le maximum. 3, si vraiment on veut faire une partie un peu plus rapide. À la fin de chaque scène, chaque sorcière désigne l'une de ses traces comme un souvenir qu'on va pouvoir ensuite sacrifier pour activer des pouvoirs ou des incantations. Voilà. Le pouvoir ne s'invoque pas de façon aussi, enfin, sans conséquence. Voilà, vraiment, c'est le cas de le dire, vous allez voir, c'est assez incroyable. Hem, le pouvoir lui-même. On va posséder un pouvoir qui nous a été transmis par la mère, The Crown, hein, et cetera. Un petit dans la conception celtique de la chose, hein, The Crown, the Maid and the Bride. Je vais chercher le terme en anglais. Donc la jeune femme, la mère et la vieille, pour faire très simple. Vous avez 3 niveaux d'usage qui auront chacun un prix. Donc le plus simple, c'est balancer des charmes. Des petits charmes, c'est on influence un petit peu la réalité, mais très simple. Vous voyez, une illusion fugace, une fleur qui jaillit d'une graine, enfin qui pousse un peu plus vite. Ça va vous coûter un souvenir ou une fatigue temporaire. Donc vos souvenirs, ils risquent de disparaître au fur et à mesure. Vous pouvez ensuite balancer un sort. Là, c'est beaucoup plus de la magie telle qu'on peut l'entendre. Donc, flétrir les arbres, créer un piège, une barrière protectrice, et cetera. Là, par contre, vous sacrifiez des années de vie, vous perdez plusieurs souvenirs ou vous déclenchez, vous aggravez un problème de santé. Perte définitive de sens, et cetera. Donc, c'est ce que je vous disais, balancer un sort, c'est hyper grave en termes de conséquences derrière. C'est-à-dire que vous êtes une congrégation, puis petit à petit, vous perdez des souvenirs si vous utilisez des sorts. Et enfin, le pire du pire, l'incantation, c'est du très haut niveau. Soit c'est une sorcière seule, soit c'est toute la congrégation. Là, vous allez faire appel à une force créatrice, hein, comme il dit, ou destructrice incontrôlable, qui peut entraîner des conséquences imprévisibles. Ça exige un sacrifice, la plupart du temps mortel. Super. Donc soit, une sorcière peut régénérer une forêt, permettre à un individu de se déplacer dans le temps, et cetera. Donc vous voyez que en termes d'impact sur la réalité, c'est très fort. Par contre, vous puisez toute votre essence vitale ou tous vos souvenirs, ou si vous faites ça à plusieurs, ça va décroître en fait les pertes que vous aurez. Si vous êtes 5, 6, 7, 8 sorcières, bah là, c'est sûr que vous aurez des pertes de souvenirs, des handicaps physiques, mais vous n'allez pas mourir. Ou alors vous sacrifiez quelqu'un, mais c'est déjà un peu moins coolos. Donc vous voyez un petit peu les 3 niveaux de magie qu'on peut avoir et leurs conséquences qui sont assez impressionnantes. Donc la mort, ce n'est pas la fin. Vous pouvez vous réincarner en familier, en esprit ou en spectre, selon comment vous avez évolué. Et vous voyez, moi, les illustrations, je les trouve très, très chouettes. Il y a pas besoin d'avoir 150 millions de couleurs. Il y a une vraie patte graphique, très intéressante, hein, qui montre ce que peut être un sabbat, pour des sorcières. Ça, quand on dit sorcière, d'ailleurs, c'est aussi des mages au masculin. Un petit résumé des scènes, voilà les 7 différentes scènes pour construire, un scénario à la Sabbath. Vous avez d'abord votre appel, l'origine du rassemblement. Vous avez ensuite l'initiation, la révélation, l'attribution du pouvoir, et cetera. En 3, vous aurez des obstacles, créatures, calamités, maladies, à vous de choisir. C'est lui qui va vous apporter les difficultés, les épreuves que vous allez devoir, surmonter. En 4, vous aurez toute la partie investigation pour identifier la menace, de quoi on aura besoin pour la vaincre, est-ce qu'il faut des artefacts spécifiques, des ingrédients spécifiques, et cetera. En 5, c'est la révélation. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour aller combattre la menace. En 6, la menace, c'est la véritable opposition. C'est pas nécessairement, comme ils disent, un monstre ou une entité maléfique, hein, c'est vraiment une menace dans tout le sens du terme. Et enfin, l'épilogue. Les survivantes racontent les conséquences de l'affrontement et le dénouement de l'histoire via les différents souvenirs qu'on peut récupérer et perdre au fur et à mesure qu'on invoque des choses. Voilà. Et ensuite, vous avez des exemples d'amorces qui seront bien évidemment beaucoup plus importantes dans le livre de base,
Ce qui me semble un peu logique. Là, c'est juste pour vous dire, voilà un petit peu ce qui peut vous entraîner sur une aventure. Donc l'appel, ça peut être une mélodie de flûte qui vous accueille dans une vallée éclairée. Voilà. L'initiation, ça peut être un tourbillon d'anguilles qui ouvre un vortex dans le bassin d'eau de mer qui creuse la falaise et une voix qui vous appelle. Un obstacle transversal, ça peut être en investigation. Pour guérir les derniers survivants du petit peuple, vous devez pénétrer dans le cœur brûlant du volcan. Oh, oh, super. Et bonsoir Akibi. En menace, l'usage de notre pouvoir a déchaîné la colère des esprits de la forêt. Voilà. Et en épilogue, votre sacrifice a-t-il permis de vaincre la menace et les horreurs qui hantent la forêt, mais à quel prix? Voilà un petit peu, c'est très simple, hein, voilà, comme je vous disais, hein, 11 pages. Et ça vous donne un aperçu de ce que peut être la Sabbat. Bien évidemment, hop, je vais aller tout de suite sur la page Ulule de notre ami La Sabbat, comme ça c'est beaucoup plus simple. Bon, c'est déjà financé, il y a déjà 106 participants, ce qui est pas mal, hein, sur un jeu voilà, qui est assez sympathique, en tout cas dans ce qu'il propose. Vous voyez, c'est plutôt du A5 de ce que je vois, avec un petit coffret, le tarot qui va bien, enfin les petits équilibristes, le petit marque-page. Un marque-page, comment ça un marque-page? Bref, pas mal de choses. Donc jouable en solo ou à plusieurs, ça c'est un petit peu la grosse vibe hein, du moment, hein, les jeux solo ou en tout cas sans MJ, moi j'aime bien, ça change un peu. Quelque part, un peu, c'est un peu ce qu'on peut faire avec un livre dont vous êtes le héros, qu'on jouerait à plusieurs en fait. Ça pourrait le faire aussi. Donc c'est là que j'ai téléchargé le kit de découverte que je viens de vous présenter. Jouable en solo, etc. Et puis, hop, voilà, vous avez un dé à 6 faces, les tirages d'art, marque-page, journal. Bon, le journal, c'est accessoire, hein, n'importe quel journal fera l'affaire, bien sûr. Et les 22 lames du tarot de Marseille avec un coffret collector. Youpi. Ce qui nous coûte la bagatelle. Tiens, je regarde un peu les prix, parce que je n'avais même pas regardé. Alors, soyons fous, on va les voir dans les contreparties, c'est plus simple. 80 balles, c'est l'édition collector. Bon, ok. Pour 15 balles, c'est le PDF. Donc avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Été 2027 pour la livraison quand même. Hein. Quand même, hein. Plus d'un an. La Sabbat à 25 €, c'est le livre de base avec les PDF. Donc j'allais dire, pour 25 €, vous avez ce qu'il faut pour jouer. Hein. PDF plus bouquin physique. Ouais, je deviens sérieux dès qu'il y a un marque-page. Ouais, c'est l'œil qui s'est mis à briller d'un coup. Un marque-page. Ensuite, livre solo, machin, etc. Bref, en tout cas, voilà, pour 25 balles, vous avez ce qu'il faut. Hein, pas besoin de vous ruiner. Bon, sauf si vous êtes atteint de collectionnite aiguë. Mais ça, j'allais dire, c'est un peu notre lot à tous hein, en tant que rôliste. Donc voilà pour la Sabbat. Moi, le seul bémol que je mets là-dessus, c'est pas sur le jeu lui-même, hein, c'est sur le studio Agathe qui multiplie les précos ces derniers temps. C'est à peu près une par mois, hein, si je compte bien, ou tous les 2 mois. Bref, voilà. Moi, quand ça multiplie les précommandes, un peu comme la Loutre Release par exemple, j'ai vu où ça a mené certaines autres boîtes, donc ça me fait toujours un petit peu, pas peur non plus, faut pas déconner. Mais bon, je suis toujours un petit peu plus méfiant, quoi, on va dire. Bon, c'est la seule bémol que j'y mets. Mais sinon, en tout cas, très bonne pioche pour ce jeu. Donc voilà pour la Sabbat. Je sais pas si ça vous a donné envie, si vous l'aviez déjà repéré, si ce jeu-là vous tentait. J'avoue que je suis toujours un peu curieux. Autre jeu, allons-y, on va mettre ça tout de suite. Il faut juste que je partage bien évidemment le bon document, c'est toujours mieux. Hop. Et voilà. On va partager un autre écran, je change de bannière. Youpi. On va attaquer cette fois-ci un Kickstart d'un jeu qui va arriver en financement chez Soul Muppet Publishing, qui surfe sur une certaine vibe, qui s'appelle Atropos. Et je vais vous montrer ça, pareil, c'est très très court comme Kickstart, et j'aime beaucoup. Voilà, alors on va monter un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux de quoi on cause. Atropos, Doom Mythic Fantasy, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse cité en ruine, avec des gens qui se barrent, en bord de mer. Est-ce que ça vous rappelle rien, par exemple? Donc, c'est un play to lose. Donc on joue en espérant ne pas trop se faire défoncer. Donc on est sur de la fantaisie mythique, Âge de bronze, Guerre de Troie. Il n'y aurait pas un film qui s'appelle L'Odyssée qui va sortir dans pas longtemps au ciné? Ou qui est déjà sorti? Je ne sais plus, moi, je vous avoue, je ne vais plus au ciné. Donc, vous avez échoué à rentrer de façon triomphale chez vous après avoir mis à sac une cité. Alors, ils ont changé les noms, hein, mais sincèrement, bon, c'est la guerre de Troie hein, avec les dieux et tout ce qui va bien. Donc nous sommes les héros légendaires de Vasilia qui avons défoncé la cité d'Aedica. Bon, voilà.
Alors, tiens, j'en profite avant que je continue. Je regarde le petit commentaire qui va bien. Dakibi: «Un peu curieux aussi, la Sabbat est beau, mais s'il reste un vieux, il y a pas trop d'utilité». Ouais, voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut jouer quand même en solo, sur la Sabbat. Donc il y a quand même ce côté où, quelque part, bah, ça ne c'est de l'écriture, donc c'est toujours très intéressant de se lancer là-dedans et d'avoir l'ébauche de quelque chose qui peut être super intéressant, je trouve. En tout cas, vu le thème, avec des c'est quand même assez mature et assez glauque, hein, quand même, hein, la Sabbat. Donc ouais, je suis assez curieux, vraiment, pour le coup. Mais comme tu dis, hein, comme tous les jeux, hein, s'il prend, la poussière, c'est un peu moins cool. Donc je reviens sur Atropos. On est guidé par 2 passions, la vengeance et cetera. Contre la volonté des dieux, on a éclaté cette cité. Forcément, ils sont pas contents, les dieux. Non, du tout. Donc en fait, ils vont vous pourrir la vie, jusqu'à ce que vous rentriez éventuellement chez vous. Mais vraiment éventuellement. Donc sur votre chemin de retour, vous arrivez sur les îles de Mazévos qui sont, gouvernées par, Azet. Voilà, il y a, des, guerriers, Gagenaios, sa femme, qu'il a volée, Héréa, voilà, et cetera. Donc nous avons la mer Vasilienne, donc la mer Égée, et on vous donne, voilà, sur, quelques points, tout ce qu'on va pouvoir un petit peu trouver, là-dedans. Donc les Distant Atropos, c'est un univers, âge de bronze, qui reprend l'univers de, l'Europe méditerranéenne de cette époque, hein. 1200 avant Jésus-Christ, hein, plus ou moins. Ouais, avant ou juste après, je dirais juste avant les peuples de la mer, puisque c'est la fin des Achéens après. D'ailleurs, la guerre de Troie, c'est peut-être aussi la fin d'un âge, quelque part. Donc le monde est gouverné par 6 dieux. Donc nous avons Kimestra, la majesté, Régéros, le maître des tempêtes, Tyrope, la dame de la mort, je crois, ouais, de Slain, des décédés, et Dissim the Loam, ça j'ai pas réussi à le traduire, on va voir ça ensuite, les Béthan the Wandbearer et Passus and Andria the Skyriders, donc la lune et le soleil. Hein. Voilà, on vous explique qu'il y a des demi-dieux, nous avons des grands rois qui sont, voilà, c'est un peu l'équivalent de l'Agamemnon, quoi, hein. L'équivalent d'Ulysse, l'équivalent d'Achille. Il y a un petit peu tout ça là-dedans, en fait. Je vous explique tout ça. Vos scénarios, ça va être des travaux. J'allais dire ça alors. Il y a toujours cette notion de travaux, d'épreuves à passer, hein, dans la mythologie grecque, et qui change complètement le héros ou l'héroïne, c'est le cas de le dire. Donc, chaque travaux va être composé de plusieurs menaces qu'on va devoir, pareil, un petit peu comme la Sabbat, hein, pareil, qu'on va devoir surmonter via des challenges individuels. Pour ça, on va récupérer des tokens de combativité, voilà. Heu, mais vous allez pouvoir aussi augmenter le niveau de menace. Donc en fait, ça à chaque fois, ça va être une balance entre la menace et la combativité, qui vont faire bouger en fait chaque scène. Le plus important, c'est votre réputation. En fait, c'est dans la réputation que vous aurez toutes vos caractéristiques et plus vous en avez, plus on parle de vous en bien ou en mal, hein, peu importe en tout cas, mais en tout cas, vous avez une sacrée réputation. Forcément, ce sera plus simple pour, braver l'adversité. Si votre réputation baisse, vos caractéristiques baissent, vous devenez un peu à moins que rien, quoi. Voire un banni, voire un pestiféré. Un peu Ulysse, quand il arrive à la fin à Ithaque, c'est un mendiant, quoi. Donc voilà. Donc votre réputation va changer durant les phases de jeu et votre légende, la même chose. Donc des réputations, ça peut être: vous êtes puissant, vous êtes courageux, vous êtes, rusé, vous êtes curieux, vous êtes blessé, vous êtes, brûlé et cetera. Tout ça, c'est des réputations, en fait. C'est des adjectifs qui vont être accolés à votre personnage. Certaines fois, ça va être des permanents et des fois, pas du tout. Voilà. Ensuite, les challenges. Alors là, c'est facile, c'est du D6. Les challenges, hein, c'est quand on veut, bah, justement, braver l'adversité. Donc, le maître de jeu va vous demander donc de faire un jet de challenge. Ça peut être un combat, ça peut être de l'argumentation, ça peut être un débat, ça peut être mental, émotionnel, physique, enfin, peu importe. En tout cas, vous allez établir les conséquences. What you could lose if you fail this attempt. Donc, qu'est-ce que vous pourriez perdre si vous échouez? Donc c'est ça aussi les conséquences. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que vous faites votre jet, mais attention, si tu te rates, voilà ce qui va t'arriver. Donc on sait à l'avance. C'est un peu l'équivalent d'une destinée, en fait, quelque part. Donc ça peut être physique ou la réputation.
ça peut être le support d'un allié, ça peut être, l'ire d'un adversaire, ça peut augmenter la menace pour un travaux spécifique. Bref, donc voyez un petit peu comment vous fabriquez votre pool de dés. Vous gagnez des D6 si votre réputation peut vous aider, si vous avez de l'équipement qui vous aide, si vous expliquez comment, vous pouvez, réussir, et vous en perdez si votre réputation, elle baisse, si c'est très dangereux ou si vous faites face tout seul, loin de votre équipage. Donc voilà comment ça fonctionne. On est à 2d6 de base, parce qu'on n'est jamais à 0, hein. Et ensuite on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va jeter notre pool et on prend le plus haut score. Donc si vous faites 6, vous avez réussi et vous n'avez aucune conséquence. Qui a dit You're the Engine. Si vous faites 4 et 5, vous réussissez, mais vous avez une conséquence. Si vous faites 1 à 3, vous échouez, et en plus, il y a des conséquences. La totale. Les struggles, donc les combats, hein, voilà, un petit peu tout ce qui est adversité, hein, comme je disais. Donc à la fin de nos travaux, nous allons faire face à l'ennemi avec nos armes ou nos mots, enfin voilà, le verbe ou l'épée. On va décrire l'ennemi, on va décrire la menace, etc. Et ensuite, bah, vous allez faire l'addition de tous les bonus que vous pouvez avoir pour essayer de combattre tout ça. Donc on vous explique un petit peu, hein. Voilà, on calcule la cible, on met son niveau de menace moins les tokens d'adversité, on roule les D6 et les bonus. Voilà, et ensuite après on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà les coûts pour un travail. Donc un petit peu ce que ça donne. Gagner, perdre ou changer de réputation, c'est le résultat des actions d'un personnage qui reflètent leur conduite dans l'adversité. Plus 2, par exemple, he takes a strike upon the leg, he is victorious, but replaces his reputation of battle with injured. Donc il a accepté de subir une blessure pour battre quelqu'un. Donc il s'est pris un +4 par exemple, mais alors par contre, là, il finit blessé, quoi. Donc ça dépend de ce qu'on est prêt à abandonner pour réussir quelque chose. Donc là, c'est un +2 si vous prenez donc un coup sur la jambe, par exemple. Destruction ou perte, +1, donc, ou +2, on vous donne à chaque fois, selon les bonus, ce que ça peut vous donner comme avantage. Et du coup, les désavantages que vous aurez derrière. Et ensuite, la situation empire, +1, vous volez un navire à AZ. La menace sur ce jugement va augmenter de 3. Pas cool, parce que c'est quand même un demi-dieu. Voilà. Alors ensuite, le personnage, on vous dit, vous avez 3 réputations. Donc vous avez une relique, ce qu'ils appellent cool outfit, donc une armure, ce que vous voulez, les vêtements, voilà, la façon dont vous êtes sapé. Et les 3 réputations, donc voilà quelques exemples. Donc pour The Spurn, donc noble, beloved, vengeful, etc. Voilà, il y a pas mal d'exemples. Donc voilà, capable, patient, fierce et impitoyable, imprédictible, talentueux, rusé, etc. Bon, il y en a plein. Et ensuite, tu as une toute petite aventure, parce que, comme je vous ai dit, hein, c'est 16 pages. Hein. Donc là, on a résumé très rapidement le système de jeu. Et ensuite, on arrive dans une toute petite aventure qui va vous expliquer un peu comment on construit des aventures avec Atropos. Parce que c'est quand même un jeu plus sur du one-shot, ou sur 2-3 séances, quoi. Hein. Enfin, à mon sens, en tout cas. Vous allez d'abord essayer de récupérer un navire, voilà, et d'apaiser le seigneur des tempêtes par tout moyen possible. Il va falloir qu'on délivre Erea et qu'on la retourne à son père. Donc il y a pas mal de possibilités pour récupérer un navire. On vous montre la carte en hexagone de l'île. Donc c'est Mazevos, youpi. C'est une île qui est protégée par le seigneur des tempêtes. Ça rappelle un peu l'île protégée par Poséidon avec le Cyclope. On dit ça, on dit rien. Voilà les différents travaux que vous pourrez avoir avec les différentes scènes. Je ne vais pas tous vous expliquer, mais en gros, il y a des descriptions très sommaires et très rapides des différents lieux que vous pouvez voir, les différents personnages que vous pourrez croiser et des différents antagonismes que vous allez pouvoir avoir. Vous voyez, par exemple, un ours géant, un cyclope, ça alors, Drunkards à Dimis, etc. Donc il y a pas mal de choses qui vont bien vous faire rigoler. Vous avez tous les personnages qui sont décrits ici.
avec leurs traits, des lieux, donc les vignobles, Dredge, et cetera. Religion et culture, vous avez les 6 dieux qui sont décrits. Voilà, 16 pages. J'en profite pour vous mettre alors c'est sur BakerKit et c'est, alors on a dit mais le gars qui sait même plus de quel jeu on parle. Hop, alors c'est BakerKit et Atropos. À moins que ce soit sur, c'était sur Kickstarter, autant pour moi. Hop là. Vous allez voir, ça va être formidable. Il est ici. Voilà. Donc ça, c'est le lien. Je le mettrai, hein, dans la description YouTube, hein, bien évidemment. C'est un peu dans la série, de ce que fait Soul Muppet Publishing avec Inevitable, qui était aussi un truc, sur des légendes arthuriennes, mais dans façon western. Vous voyez? Donc c'est vraiment des trucs très ramassés, des bouquins de 150 pages à peu près, et qui permettent de jouer, très rapidement sur un thème bien précis. Donc là, c'est qu'est-ce qui pourrait mal se passer une fois qu'on a, foutu la misère à des dieux qui sont pas contents et qui ont pas envie que vous rentriez tout de suite comme ça en mode YOLO? Je voulais synthétiser à ma façon. Donc en tout cas, moi, le thème mythologie, grecque, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc c'est Zachary Cox, hein, qui est, derrière, hein, mais j'allais dire, et l'art par Clear Arts. Donc Zachary Cox, hein, qui est déjà, derrière pas mal de jeux chez Soul Muppet Publishing, un éditeur, britannique que j'apprécie énormément, qui a dit Orbital Blues, pas moi. Donc voilà pour celui-ci. On va attaquer un hop, alors à moins que vous ayez des questions particulières sur celui-ci, bien sûr, hein. Je change de bannière. On va attaquer un Kickstart qui est beaucoup plus, velu, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Time Without Tide par Chaosium. Alors c'est un jeu Chaosium, on peut se dire, BRP, hein, le basique role-playing system, le dessin. Eh bien pas du tout. Ils ont changé complètement leur système, ça va être l'occasion d'en parler, et vous allez voir que ça nous rappelle, enfin moi ça me rappelle un jeu dont on a parlé, il y a très peu de temps, hein, voilà. Alors je partage déjà tout de suite, hop là, le Kickstart que voici, que voilà. Alors moi j'ai, la version où il y avait de l'IA dedans, parce que les gens de Chaosium, bah, ils ont utilisé Adobe, et dans Adobe, il y a beaucoup de IA slop, donc ça fait tout drôle quand on tombe dessus. Donc ils l'ont refait, hein. Donc Time Without Tide, c'est un jeu plus ou moins ambiance victorienne, comme vous pouvez le voir sur cette couverture, mais steampunk, et avec du brouillard, et avec un monde post-apo. Donc Mirth and Misery in the World of Fog. Je vous avais dit qu'en ce moment, on aimait bien les univers avec de la brume, que ce soit en roman, en jeu vidéo, ou plein de choses. Qui a dit Silent Hill, par exemple, pour la brume. Bref, en tout cas, un jeu écrit par David Naylor et James Coquilla. Ça, je suis curieux de savoir qui traduira ce jeu, hein, parce que ça, c'est typiquement le genre de jeu à traduire, vous allez voir. Alors, allons-y. Petite introduction très rapide. Là, j'aime beaucoup la maquette, comme vous allez pouvoir le voir. Elle est vraiment très sympa parce que justement, elle évoque plus ou moins cette brume qu'on va retrouver tout du long. Donc on a, vous voyez, au-dessus et en dessous, des illustrations qui se découvrent comme si on brisait comme si on naviguait dans la brume. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est fin 19e siècle, hein, plus ou moins, hein, l'ère victorienne. Sauf que c'est une ère victorienne où Tesla aurait été écouté, donc il y a plein d'inventions un peu foutraques un peu partout. Sauf que la Lune s'est pété la gueule. Alors pas la Lune entièrement, hein, mais en tout cas des gros bouts de Lune qui nous sont tombés dessus. Et depuis, bah, il fait nuit, enfin il fait nuit. En tout cas, il y a une brume incroyable qui a massacré vraiment tout le monde. Parce que cette brume, quand vous êtes dedans, elle transforme les bêtes, les gens et plein de choses en trucs pas très très commodes. Donc on va jouer, tout simplement, on essaye, voilà, on essaie de survivre, enfin en tout cas l'humanité essaie de survivre, et on va jouer dans ce qu'ils appellent des delvers, l'équivalent de fouineurs. Qui a dit Darkers par exemple. Sauf que là, en fait, on aura les moyens de se balader dans la brume et de se retéléporter au siège de la grande ville, Saltport. Donc je vais vous montrer. Mais on a des technologies, hein, qui nous permettent d'aller récupérer des choses qui ont survécu au cataclysme, sachant qu'il n'y a plus la lune qui brille dans le ciel. Voilà. Donc on essaie de survivre comme on peut, hein, ma foi. Donc toutes les grandes cités ont été massacrées. Et on fait comme on peut. Voilà.
Donc le soleil, il est vraiment à peine, the sun is dim, the night is black et les horreurs se déplacent quand il fait sombre, enfin quand il fait nuit et un de ces jours, ils vont tous nous dévorer et c'est là qu'on va jouer donc des personnages qui vont essayer de faire basculer un petit peu tout ça. Donc je passe un petit peu, voilà, on joue donc des delvers, des explorateurs de l'inconnu qui s'en vont de, Havre-Chur pour braver l'inconnu, qui est en mutation constante. Donc on essaie de trouver des trésors, on peut tomber sur des monstres, et cetera. Donc qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? C'est quand même 60 pages, hein. Alors je vous disais, hein, la en ce qui me concerne, la bonne limite pour un kickstart à peu près efficace, c'est entre 20 et 40 pages. Pour moi, j'entends, hein. 60, ça commence à déjà être bien dodu. J'en ai déjà vu à 120 pages, j'avoue que là, c'est quasiment un bouquin complet, quoi. Donc on vous explique, de quoi, vous aurez besoin, et cetera. Donc on va vous expliquer très rapidement les règles de, création de personnages, des règles, des pouvoirs, des monstres, des outils, de bac à sable, et cetera. Tout ça, on va le retrouver dans le livre de base. Nous, on va trouver autre chose. On va trouver donc des règles de base, les règles de passage du temps et de voyage, parce que c'est très, très important, les règles de combat, très rapidement, le monde de la brume, et un scénario qui fait quand même, 30 pages, avec, tous les appendices et les pré-tirés. Voilà. Comme je vous disais, hein, moi la maquette, je la kiffe. Vraiment, vraiment. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette maquette, mais moi je trouve que ça fait partie de ces choix de game design où votre maquette épouse le propos du jeu. C'est pas tout le temps le cas et là je trouve que ça va vraiment bien avec. Et bonsoir, William Fumble, j'espère que tu vas bien. Donc, vous êtes donc un explorateur de l'inconnu, c'est plus ou moins le héros. Et surtout, vous essayez de vous faire de la thune et de vous en sortir le mieux possible, sans vous faire dévorer par ce qui traîne dans la brume. Voilà un petit peu le genre d'équipe de bras cassés que vous allez pouvoir, incarner. Bah, écoute, tant mieux si ça va, moi c'est pareil. Comme tu peux le voir, je m'essaye à la lumière naturelle et il fait pas trop chaud ici, ça va. Alors voilà un truc que j'aimerais voir de plus en plus dans les jeux de rôle, quels qu'ils soient. Ça, c'est hyper efficace. C'est un résumé de ce que vous allez trouver sur votre fiche de personnage qui vous décrit comment fonctionne un personnage, comment il est créé. C'est génial. Il y a de plus en plus de jeux, hein, qui le font, mais franchement, ça ajoute tellement de praticité. Ça vous donne, avec un simple coup d'œil, vous voyez: «Ah OK, c'est bon, j'ai compris, je vois à peu près». Ça reprend en fait la signalétique des jeux de société aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Donc vous aurez premièrement les informations du personnage, son nom, son historique, et cetera. En 2, ici, vous le voyez, alors c'est marqué en tout petit, hein, c'est l'expérience et dust, donc la poussière. Puisque la monnaie, c'est la poussière de lune. En 3, vous aurez les traits et les talents. Donc vous avez 3 traits et 6 talents que vous allez combiner pour résoudre tout ce qui est G2D. Donc vous avez corps, esprit et volonté. Ça, c'est les 3 traits. Et en talent, vous en avez 6. Vous avez culture, industrie, navigation, skullduggery, c'est, tout ce qui est, art de la rue, hein, voilà, la débrouillardise. Ça peut être aussi, vol, tir, enfin, ouais, et cetera. La survie et la violence pour tout ce qui est combat. Voilà un petit peu les 6 traits. Les 6 talents, pardon. Ensuite, vous aurez votre score de santé, qui est la somme de vos traits. Enfin, tout simple, tout bête. Et c'est de là qu'on enlève les dommages. Et vous allez voir, en fait, c'est plus sympa que ça, en fait. C'est vos traits sont votre santé. Voilà. Et ensuite, records, ce que vous voyez ici, il y a les enregistrements du corps, de l'esprit et de la volonté, qui sont autant d'avantages, soit en matos, soit en pouvoir, soit en résilience. Ensuite, comment ça fonctionne? Donc comme je vous ai dit, hein, voilà, Skullduggery, c'est, Trickery and Illusion, Banishment, Application, voilà ce genre de truc. Comment ça fonctionne? Alors premièrement, les traits vont de 1 à 5 et les talents vont de 0 à 5. Sachant que vous allez du minimum jusqu'au maximum humain. Donc ça, c'est formidable. Il y a un gros côté Year Zero Engine à nouveau, puisque c'est ce genre de système auquel on va avoir droit. Pour un jeu Chaosium, c'est toujours amusant, hein, de se dire que voilà, là on n'est pas sur du D100, on est sur du D6, et on va devoir combiner nos traits et nos talents.
C'est très simple en fait, vous allez utiliser, voilà, des exemples de traits et de talents. Ça c'est en fait, c'est pour ça que le kit start est beaucoup plus long, parce qu'il y a beaucoup plus d'exemples dans celui-ci. Là, vous voyez, Consider Bunk, All Shapes and Size, et cetera. Il y a énormément d'exemples et de petits tableaux pour vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, en gros, un petit peu comme le Your Zero Engine, vous utilisez le trait qui vous semble le plus approprié, avec le talent qui va avec. Ça vous donne un pool de dés que vous jetez, et les 6, c'est des succès, hein, et les 1, 2, 3, et cetera. Enfin, c'est du grand classique, hein. Ça, jusque-là, ça ne change pas trop. Sauf que vous allez mélanger vous-même selon ce que vous souhaitez faire. Et là, vous avez tout un exemple. Si je mélange industrie et esprit, c'est invention scientifique et recherche, par exemple. Si je mets survie et volonté, c'est résister à l'inconnu. Ils n'ont pas rectifié le problème du système Tristat, ils ont mis la Dex avec la force. Oui, 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 oui. Oui, ils se sont pas embêtés, hein. Body, c'est tout ce qui va dedans, hein. Tout ce qui est corps, donc dextérité, force, tout ça, c'est dans la même. Effectivement. Donc les tests, hein, voilà, vous définissez quel est votre test. En gros, c'est le maître de jeu qui choisit et la difficulté, et le trait, et le talent qu'il faudra utiliser. Ça peut être un mix, hein. Là, il le dit, par exemple, ici, will plus culture au survival. Donc c'est volonté plus soit culture, soit survie. Donc c'est le maître de jeu qui définit ça. On construit notre pool de dés, youpi, et donc on va compter tous les 5 et les 6 qui seront plus 1. Ce sera un succès en fait, hein. Tous les autres, c'est des échecs, donc vous ne les comptez pas. Vous réussissez si vous avez fait plus de réussite, plus de marques que la difficulté, j'allais dire, oh, trop dur. Oui, c'est l'éternel problème des systèmes qui mélangent tout. Ouais, après voilà, c'est fait aussi pour... Enfin, j'en sais pas en fait. Je sais pas. Peut-être pour justement pas être trop dans le trip Your Zero Engine, parce que ça y ressemble déjà beaucoup en fait, hein, tout simplement. C'est sûr que si vous prenez les 6 attributs du Your Zero Engine, vous prenez la licence, quoi, tant qu'à faire. Et voilà, donc c'est tout bête. Si vous avez plus de succès qu'est-ce qui était demandé, ça vous fait ce qu'on appelle des boons, donc des avantages dont vous pourrez vous servir plus tard. Voilà un petit peu les degrés de difficulté. 2 marques, c'est la difficulté standard. Difficile, c'est 3, etc., etc. Jusque-là, pas trop de surprises. Ensuite, après, voilà, on vous explique quelques petits détails. Donc, comment vous pouvez assister quelqu'un, comment vous pouvez vous forcer à réussir quelque chose, donc straining, hein. Donc, vous prenez et vous rejouez n'importe quel dé de votre pool, et vous essayez d'avoir plus de marques. Ensuite, après, vous prenez un dommage d'esprit. Voilà, donc c'est vous forcez le truc, mais vous prenez du backlash derrière, quoi. Les boons, je vous ai expliqué, c'est des avantages narratifs, que ce soit en combat ou autre, qui vous permettront de vous en servir. Voilà, des tests de projets un peu plus complexes. Les records, c'est plus intéressant, c'est ce qui fait que le jeu est un peu pulp, beaucoup même, pulp, c'est le cas de le dire, qui fait un peu foutraque, hein. C'est ce qu'on appelle donc des slots, hein, vous avez plusieurs slots. Si vous dépassez le nombre de slots, vous allez prendre des désavantages, vous allez voir un petit peu. Donc, vous avez d'abord des items, c'est corps fois 2 slots. Ce sont les armes, les armures, les gadgets, etc. Les features, donc ce seront des entraînements spécifiques qui vous donneront des compétences un peu uniques. C'est esprit fois 2 slots. Et les adaptations, ce sera la volonté fois 2 slots. C'est des pouvoirs dangereux et étranges qui viennent de l'inconnu et qui se sont développés parce que vous vous êtes adapté à force de vous balader dans le monde de la brume. Donc voilà les limitations d'enregistrement. Si vous dépassez ça, vous pouvez être donc fatigué, vous pouvez être surchargé, etc. Bref, il y a pas mal, ou détruit, bref, pas mal de choses qui viennent contrebalancer le fait qu'on ait des slots, quoi. Donc ensuite, vous avez les items dont vous êtes équipé. Les wards, c'est votre lanterne, parce qu'on ne se balade pas dans le monde de la brume en mode YOLO, comme si on allait dans la forêt ou gambader dans les champs, hein. Non, on est dans un monde où il y a plein d'aberrations qui se créent à cause de cette brume, et la seule chose en fait qui permet de se protéger, c'est la lumière, qui est appelée donc le protecteur. Donc autant dire que si vous vous baladez sans lumière ou que vous n'en avez plus à un moment donné, vous êtes un peu beaucoup dans la merde. Donc à chaque fois que vous passez plus de 10 minutes dans l'inconnu sans lumière, c'est un test de volonté plus survie. Sinon, c'est un point de dommage toutes les 10 minutes. Donc ça peut aller très très vite, hein. Faites pas les malins.
les différentes armes, les armures. Je passe un petit peu plus rapidement là-dessus. Je ne vais pas, tout détailler non plus, hein, c'est plus pour vous donner un aperçu de ce qu'est, Time Without Tide. Les features, c'est donc comme je disais, des, petites spécialités qui vont venir vous octroyer des bonus, soit au niveau junior, soit au niveau vétéran. Les adaptations, c'est beaucoup plus amusant, c'est que vous développez, comme je vous disais, des mutations, qui vont soit à un moment donné, quand vous étiez à l'approche de la mort, soit parce que vous les avez développées avec l'expérience. Donc vous pouvez avoir des petites manifestations qui prend un slot, donc malignes, qui vont vous donner un petit bonus. Vous pouvez avoir l'éveil, premier niveau, donc des mutations mineures avec des effets positifs. Un éveil de deuxième niveau, donc c'est des mutations modérées qui vont étendre les effets positifs. Et niveau 3, c'est des sévères mutations par contre, mais avec des très gros pouvoirs. Par contre, est-ce que vous êtes vraiment encore humain? Je ne sais pas. Donc les adaptations, comme ils disent, sont dangereux. Parce que si on manifeste une adaptation sans avoir un slot pour la réserver, c'est un point de volonté de dommage. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Ensuite, on vous explique, voilà, la santé. Donc en fait, votre santé, selon ce que vous prenez, elle va venir enlever un point de vos traits. Si vous avez 3 en corps, que vous prenez 2 dégâts, vous tombez à 1 de corps. Tout simple, hein. Pareil, si c'est dommages mentaux ou des dommages, magiques qui vont affecter la volonté. Et donc voilà un petit peu les niveaux de dommages. À 3, vous êtes un petit peu dans la merde. Donc dès que vous êtes à 0, vous risquez de mourir. Et là, bah, il faut que vous ayez un repos, safe, hein, comme on dit. Puis, bah, vous pouvez mourir, bien évidemment. C'est assez létal quand même, hein. On n'est pas là non plus pour, c'est pas anodin non plus de se balader dans la brume. On vous explique vite fait les points d'expérience, comment ça marche, la monnaie, youpi. Quelques exemples d'adaptation ici. Chapitre 3, le voyage, parce que ça, c'est quand même le plus important, c'est que vous allez vous balader dans un monde très étrange, sujet à de très grosses, modifications. Vous allez donc avoir un système de calendrier et d'horloge. Alors c'est pas du Forge in the Dark non plus, hein, faut pas déconner, mais on vous découpe, toute une journée, pour, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc les rounds, les segments, les journées, les semaines, les saisons. Les saisons, il y en a 6. Vous avez, le printemps, le petit été, l'automne, l'hiver, freezing winter, ensuite deep winter et thawing winter, l'hiver qui s'accroche. Donc il y a 3 saisons d'hiver. Ça donne tellement envie. En même temps, on s'est pris la lune sur la gueule. Et effectivement, chaque saison va radicalement changer, l'environnement en fonction des saisons qui passent, quoi. Le Lonely Fairflow, ce sera une aventure, hein, qui se passe, lui, par exemple, là, le 3e, 4e jour du printemps. Donc on est bientôt à la fin du printemps. La nuit éternelle, ça c'est terrible. Vous avez ensuite des relais et des beacons, qui sont des reliques de l'âge de la décadence, donc avant la chute, qui permettent de se téléporter en fait. Ça vous permet surtout de revenir à la guilde des explorateurs qui est à Saltport. Voilà, donc il y a des relais et des beacons. Il faudra avoir enfin des lumières, des phares, hein, plus ou moins, qui vont vous permettre de gagner un petit peu en distance, voire d'en installer en fait. Et voilà un voyage, comment ça fonctionne avec des segments. Donc vous avez des événements aléatoires, pas mal de choses en fait, voilà, qui peuvent arriver. Travel World, donc vous allez devoir protéger, avec la lumière en fait. Donc à chaque fois, vous faites des tests là-dessus pour, en fonction des obstacles, du terrain et cetera pour, pouvoir, ouais, voyager à peu près correctement. Ouais, la brume depuis le Ravenloft, ça craint. En même temps, c'est le phénomène naturel qui est tellement, enfin, scientifiquement, on sait ce que c'est maintenant, mais avant qu'on sache ce que c'était, c'est quand même super impressionnant, quoi, hein, la brume. Quand on est dedans, les sons sont étouffés et tout, donc oui, c'est normal que ça fasse flipper, quoi. Donc voilà, le voyage, les campements, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça fonctionne sur des rivières, et cetera. Tout un chapitre sur le combat que je vais passer beaucoup plus rapidement. On est vraiment sur de la vibe Year Zero Engine avec on détermine l'initiative avec un D6, on agit en fonction de notre score d'initiative pour agir. On peut faire une action majeure et une action mineure. Et ensuite, à la fin du tour, heu, c'est les horreurs qui répondent, bien évidemment. Et ensuite, c'est la fin du round et on fait ça jusqu'à la fin. Voilà.
Grand classique. Bon, les actions majeures, actions mineures, je vais pas toutes vous les décrire, elles sont ici. Les différentes zones de combat, je dis c'est du Your Zero Engine, hein, vraiment, on est en plein dedans, quoi. Avec la portée, le mouvement, l'espace, Combat Ward, donc c'est toute la lumière dont vous pouvez bénéficier pour vous donner des bonus, parce que sinon vous êtes vraiment dans la merde. Les différentes conditions que vous pouvez subir, je passe aussi. Il y en a beaucoup plus, hein, forcément, avec la brume. Les différents types d'actions et d'effets bonus. Action majeure, action mineure, tout est dedans. Hop, voilà, action mineure. Les PNJ dans le combat, comment ça fonctionne? Bah, forcément, ils vont avoir un niveau de menace qui est plus ou moins élevé. Oui, il y a pire comme base que le Your Zero Engine, on est bien d'accord. C'est pour ça que je passe plus vite, parce que on l'a déjà chroniqué, je pense que vous le connaissez déjà, ou peut-être qu'un de ces jours, on fera une émission spéciale sur Your Zero Engine pour bien le décortiquer. Et oui, oui, c'est un très très bon système. Après, il faut arriver à l'adapter à un univers type de jeu, bien évidemment. Et on vous montre un exemple de menace, donc le Monolusc, qui est une espèce de, comment vous dire? Une espèce de croisement entre une tortue et un gros scarabée bien vénère. Voilà, ça a muté et ça vous en veut. Clairement, ça vous aime pas, hein. Un petit peu comme tout ce que vous allez pouvoir croiser dans la brume, en tout cas. Et vous mutez assez rapidement en plus, hein, c'est ça qui est assez terrible. Donc voilà un petit peu, vous avez toutes ces caractéristiques, son type, et cetera. Je passe aussi rapidement. Voilà, alors là, c'est pour ça que j'aime beaucoup la patte graphique aussi. Vous avez la carte de Saltport. Alors elle n'est pas détaillée, vous ne savez pas exactement où se situent tous les bâtiments, mais franchement, elle a de la super gueule. Vous voyez toute la brume là sur les contours et vous voyez le phare, enfin il y a plein de choses. C'est magnifique, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ensuite, bah, le monde, vous voyez, Saltport est ici. Après, bah, va falloir explorer, hein. Voilà. Là, il y a un moulin. Vous voyez qu'il y a des restes de peut-être de voies ferrées ou d'aqueducs, on ne sait pas trop. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup d'exploration à faire. Là, il y a un lapin. Alors si c'est un lapin comme Kaerbanog, ça risque de pas être très, très cool, hein. Donc voilà un petit peu, on vous présente très rapidement Saltport, la dernière cité, une cité d'industrie. Imaginez un croisement entre Lankhmar et Londres. Ouais, ça vous donne un petit peu le truc décrépit et en même temps qui a dû être à un moment donné à la pointe de la technologie. C'est pour donner un petit peu le ressenti sur l'impression de décati qu'il peut y avoir dans cette ville, qui franchement enfin, donne envie d'en savoir beaucoup plus sur les factions, sur les PNJ, et cetera. Là, c'est juste brossé, ce qui est normal, hein. Qu'est-ce qui se passe au-delà des murs de Saltport? Vous avez les tugboats et les trains donc, pour éviter les horreurs dans les ruines, on peut s'engager sur des bateaux ou des trains qui sont un petit peu renforcés, on va dire ça comme ça, pour pouvoir commencer à explorer un petit peu plus facilement. Puis on vous dit, voilà, il y a des labyrinthes, il y a des trucs pas cool, ok, ça on l'aurait jamais deviné. Alors, comment se comportent les voyageurs, et cetera. Donc oui, il y a des gens qui essayent aussi de s'en sortir dans la brume. Et plus à découvrir, bien évidemment, vous voyez qu'on peut parcourir la ville avec des tyroliennes en plus, c'est marrant. Et le scénario qui se passe dans un phare. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais je trouve alors c'est le phare qu'on vient de voir sur la carte de Saltport. Il fonctionne plus, donc on est envoyé pour aller enquêter, savoir ce qui s'y passe et réparer le plus vite possible parce que sinon les bateaux qui peuvent arriver, vont se fracasser sur les récifs et autres, donc faut très, très vite s'en occuper. Bien évidemment, qui dit phare abîmé dit manque de lumière, dit la brume revient. Il y a peut-être des trucs un peu chelous qui se sont passés. Vous allez devoir enquêter et résoudre cette enquête qui touche à des choses, un petit peu, qui touchent à l'intime quand même, hein. C'est pas anodin avec, vous voyez, la petite fille, c'est pas pour rien qu'elle est là. Donc vous allez devoir faire cette enquête-là. Moi j'aime beaucoup, hein, parce que c'est pas très compliqué, en termes de, comment ça s'appelle? Vous voyez, hein, les plans en hexagone, moi je kiffe, hein, l'ex-scroll comme on dit, qui permet de voir tout de suite les différents endroits. Hop, je passe rapidement, voilà, les plans qui vont bien. Il y a toujours des super plans, hein, dans ces jeux-là. La conclusion, c'est pas ça qu'on veut voir, moi, c'est les appendices, c'est les 6 personnages. Hop là, je passe, voilà, les plans. Voilà, un personnage, ça donne ceci. Donc là, nous avons Sirène, donc
qui a une crise de foi, mais la foi religieuse bien sûr, avec ses caractéristiques. Vous voyez qu'elle, elle est plus en volonté et encore, elle est au taquet, hein, et surtout en navigation, en culture et en survie, elle est vraiment très cool. Vous avez ensuite Lady Hollis Grey, qui est plus en esprit, elle, plus en dilettante, démolitionniste, voilà. Et avec ici ce que vous voyez, donc c'est Body Records, Mind Records et Will Records. Elle en a pas, elle a des features et des items. Euh, voilà un petit peu. Ensuite, on a No Boots, Gruby, Orphan. Donc, il s'appelle Pas de chaussures. C'est plutôt la débrouillardise, lui. Hein. Et Bunk. Vous voyez, ça se plie avec les recto verso. Hein. Donc, lui, c'est plutôt le gros excavateur, quoi. Hein. Donc, lui, par exemple, il a une adaptation qui a 3 charges, qui te permet de dépenser une charge pour changer un résultat de 4 ou moins en une marque. Ce qui est pas mal. Ça vous permet de changer votre jet de dés en dépensant un petit rond ici. Voilà. Ensuite, on a Sutler, qui était auparavant un noble. Youpi. Et on a le docteur Vespal, qui donne tellement envie. Voilà. Donc, ils ont tous leurs caractéristiques, tous leurs petits trucs. Et voilà un petit peu. Il y a carrément les jetons, tout ce qu'il faut hein, pour avoir ce qu'il faut autour de la table. Je trouve ça plutôt très très cool, hein, carrément. Après, bon voilà, toutes les annexes. Hein. Hop, et voilà, donc c'est sur Baker Kit. Et c'est, on a dit, hop là, donc Time Without Tide. Que voilà, hop, et je vous mets le lien dans le chat. Parce qu'on est comme ça. Youpi. Donc, il n'est pas encore hein, il n'est pas encore, comment ça s'appelle, en financement. Et vous voyez qu'il y a déjà 3633 personnes qui suivent le projet, ce qui est généralement un bon indicateur du nombre de personnes qui vont pledger. C'est pour ça qu'avant que Dungeon Crawler Card se lance en financement participatif, on était déjà, je crois, à plus de 50 000 personnes qui étaient juste en train de suivre la page avant que ça se lance. Donc ça promet son petit succès. Alors, donc voilà, donc Time Without Tide, Mirth and Misery in the World of Fog, chez Chaosium, à venir en préco, donc pas avant un an et demi, hein, minimum. Hein. Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le kit, il est de toute beauté, hein, vous avez vu, vous avez un aperçu de la maquette, un aperçu des règles sans rentrer trop dans le détail. Il y a juste un scénario qui est un poil plus long que ce qu'on peut croiser dans d'autres kits, et je trouve ça très bien, parce qu'on vous prend par la main pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce jeu. C'est super intéressant. Le seul bémol que moi j'y mets, c'est que on vient de passer le financement de Dark Earth. Donc des mondes post-apo où on est dans les ténèbres, où il faut explorer les ténèbres pour essayer de survivre tant bien que mal. Voilà, on en a. Hein, il y a Broken Weave aussi, je crois de mémoire chez Cubicle 7. Il doit y avoir comment il s'appelle celui-là? Oh, je me souviens plus. Il y en avait un chez Green Ronin aussi. Donc on a Dark Earth chez nous. Donc oui, il y a déjà pas mal de jeux qui soient fantasy, plus ou moins SF post-apo, qui sont déjà sur le créneau. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est quand même dans un truc un petit peu plus, enfin beaucoup plus pulp, victorien, technologie Tesla. Voilà. Et Forbidden Lands, ouais, tout à fait, Gborn. C'est un mix un peu entre les deux. Je pense pas qu'ils connaissent Dark Earth, ou alors ils sont très forts. Mais ce qui est possible, hein, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de contacts entre Chaosium et Multisim, je crois, de mémoire. Enfin, ça me parle, quoi. Donc c'est vrai que on est dans un monde de brume, mais avec une technologie un peu rigolote, qui viennent compenser le fait que l'univers est absolument atroce et déprimant, quoi. Je veux dire, le peu que j'en ai brossé, je suis pas allé dans le détail de ce qui est raconté, mais en gros, si vous vous baladez trop longtemps sans lumière, vous commencez à muter, à vous transformer, à devenir des monstres. Est-ce qu'il y aura des secrets derrière? Est-ce qu'on vous expliquera pourquoi la lune est tombée? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière tout ça? Peut-être, j'en sais rien, ça on verra bien dans le projet lui-même, mais ça peut faire partie des petits trucs qui sont derrière, parce que on développe quand même des mutations avec leurs petits pouvoirs. Ce n'est pas rien. Donc voilà, en tout cas, Time Without Tide, c'est intéressant. Maintenant, si vous avez pledgé Dark Earth, est-ce que vous allez pledger celui-là? Je suis pas très sûr, quoi.
Mais ça, c'est vous qui le verrez en fonction de ce que vous avez envie de jouer, de ce que vous ressentez comme type de jeu que vous voulez mener, en fait, ou jouer, avec vos amis, quoi, tout simplement. Donc voilà pour les 3 kits de découverte dont je voulais, vous parler, hop, ce soir. Voilà, en moins d'1 heure, incroyable, on est comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous, a plu. Maintenant, on va attaquer une autre partie qui risque d'être un petit peu plus longue, mais avant ça, je résiste pas parce que c'est vrai qu'il y a les craquages, hein, les réceptions de pledge, et cetera. Celle-là, j'avoue qu'elle me fait rigoler. Donc vous savez que je suis un grand fan de Mothership, ça je pense que vous le savez. Je suis méga à la bourre pour un montage vidéo qui a presque 1 an maintenant, mais j'y arriverai, hein, je désespère pas, d'y arriver à un moment donné, puisque dedans, en fait, j'étais avec Ectelion et Samuel Zitterman. On avait causé longuement de Mothership, des règles, de ce que ça propose, et cetera. Donc c'est hyper intéressant, donc voilà, je désespère pas de finir le montage et de vous le proposer, parce que c'est un super jeu. Et je vais vous montrer un petit truc. Alors, premièrement, je vous montre donc la boîte. Voilà, le Core Box, donc qui arrivera sûrement chez Arcane un jour ou l'autre. Enfin, je crois que c'est début 2027, je crois qu'il arrive en préco, je crois quelque chose comme ça, de mémoire, hein. Donc voilà, ça c'est la boîte avec tous les livrets. Et j'avais participé pendant le mois Mothership il y a 2 ans maintenant, j'avais participé au premier supplément officiel de Tuesday Night Games qui s'appelait Wage of Sin, qui était tout un gros bouquin sur les chasseurs de primes. Et il est arrivé. Le voici. Le voilà. Je vous montre la boîte à côté. Donc déjà, en termes de côté what the fuck sur les formats, j'avoue que c'est pas mal, c'est intéressant. Et je vais vous montrer un petit peu. Voilà, la maquette, elle est juste incroyable. Voilà, un petit peu. C'est carrément une planète avec ses PNJ et tout. Donc c'est vraiment très très cool, quoi. Il y a même des signés, c'est un truc de fou. Voilà, à chaque fois vous avez des planètes, etc. Donc ça promet d'être assez incroyable. Des stations orbitales, des PNJ en veux-tu, en voilà. Il y en a partout, et puis quelques adversités, par exemple. Alors franchement, le noir sur fond rouge, j'étais pas prêt quand même, hein. Ensuite, après, voilà, des manifestes, des prisonniers, des petits trucs sympathiques pour vos joueurs, parce que je pense que dans Mothership, on n'est pas là pour amuser la galerie et faire des papouilles à tout ce qui bouge. C'est plutôt les trucs qui bougent qui vont faire des papouilles, mais pas super marrantes, quoi, les papouilles. On est d'accord. Donc voilà, en tout cas, Wage of Sin, c'est très cool. Et surtout, ils avaient prévu de créer le premier fanzine officiel Mothership. Autant vous dire que moi, j'étais au taquet, quoi. On me vend un fanzine avec des aides de jeu, des scénars, des trucs comme ça, youpi. Ça s'appelait Mega Damage, et le premier numéro vient d'arriver, le deuxième était en préco l'an dernier, il va arriver l'année prochaine. Voilà. Je vous montre la boîte à côté. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est du gros carré, je sais pas comment je vais faire pour le ranger, celui-là. Par contre, bah, le contenu. Ouais, alors là, franchement, Mothership, on est sur du format absurde. J'ai pas d'autre mot. Par contre, le contenu, mesdames et messieurs, non mais pitié, quoi. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je vais vous montrer un petit peu ça. Maquette éclatée dans tous les sens. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des aides de jeu, il y a des interviews, il y a des vaisseaux, il y a des dessins. Il y a de la BD, quoi. S'il vous plaît. C'est un truc de malade. Moi, je suis hyper heureux d'avoir récupéré Mega Damage, quoi. Voilà, je vous montre un petit peu le genre de trucs que vous pouvez trouver dedans, hein, qui peuvent donner de l'inspi. Un petit peu, hop. Youpi. Oui, c'est parfait dans une bibliothèque, ce truc. Vous avez alors, une interview with Adrian Tchaïkovski. Vous savez, le petit auteur à RDSF qu'on aime beaucoup, dont Les Enfants du Temps va être adapté en jeu de rôle dans pas longtemps. Donc c'est par Luke Gabling, qui est le gars qui est derrière Mothership et Tuesday Night Games, qui a fait une petite interview. Voilà ce que ça donne la maquette pour une interview. Trop bien. Non mais, encore Philippe Cadic, quoi. Donc voilà un petit peu. Hop là. Vous aurez des nouvelles. Vous aurez donc de la BD. Je vais essayer de vous en trouver des trucs un peu barges. Hop. Ah, vous allez voir un petit peu le genre de truc de fou. Voilà. Ceci est une nouvelle. Voilà. Donc vous avez énormément de choses pour vous donner autant d'idées,
de scénarios, d'amorces, enfin, des campagnes même carrément, donc c'est incroyable, incroyable. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler et surtout, je vous reparlerai de Hullbreach, qui est le premier gros supplément, que j'ai, hein, pour, Mothership. Donc voilà, ça c'est la petite réception de Pledge qui fait plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je suis très heureux. Alors, bien le bonsoir monsieur Alceste. Mothership, tu as adoré les règles, les quelques scénars officiels sortis rapidement. Alors, il faut se mettre surtout en tête, je pense, c'est ce qu'on discutait avec Ectelion et autres, et Samuel, c'est que déjà, premièrement, Mothership était en développement et sorti avant que Alien arrive. Donc il était vraiment conçu pour jouer de l'horreur SF. Ça a été fait pour ça, vraiment. Alors c'est sûr que la version 1 est sortie, Alien avait déjà, était déjà sorti, il avait eu son succès, hein, bien évidemment. Mais l'avantage de Mothership, c'est ce qu'on disait, c'est pas vraiment que les règles renversent la table, soient super originales, etc. Elles sont hyper efficaces, on est dans la mouvance OSR, hein. Elles sont vraiment bien foutues, voilà. Elles vont pas, comme je t'ai dit, révolutionner le monde du jeu de rôle ou des systèmes. T'es pas là en te disant waouh, quelle super idée. Bah, c'est normal, parce qu'entre-temps, nous, on a pu jouer à Alien, on a vu comment on pouvait gérer le stress, etc. Ce que fait Mothership et qui fait très très bien. Mais c'est surtout cet aspect excessivement modulaire de la chose et qui permet de créer énormément de scénarios et de cadres d'univers, etc. Donc c'est vrai que dans les scénars officiels, il y avait une espèce de donjon horrifique, c'était pas Dead Planet, c'est pas le meilleur du monde. Par contre, tu as de plus en plus de settings avec le monde des mégacorpos, les exploitations de planètes, les rapports avec les travailleurs, etc. Donc c'est très sociétal en plus maintenant les thèmes qui sont abordés. Donc il y a beaucoup de choses dans les modules qui sont très très intéressantes où tes aventuriers débarquent dans un monde qui est au bord de la révolution. Comment tu te positionnes là-dedans? Oui, alors tu as dû tomber sur Dead Planet, je pense, qui est pas du tout le plus représentatif de ce que peut donner Mothership, hein. Ça, on est bien d'accord, hein. D'ailleurs, de mémoire, dans la boîte de base, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas Dead Planet qui est mis avec. Je crois que c'était, si je dis pas de conneries, je crois que c'est Bug Hunt, je crois, quelque chose comme ça. Attends, je regarde vite fait. Hop. Ouais, Another Bug Hunt. Qui est plus Starship Trooper, quoi. Voilà, pour faire très simple. Mais Dead Planet, ouais, c'est vraiment le scénar qui font que il y en a beaucoup qui ont dit ok, c'est du. Mais bah, c'est Ectelion qui en avait parlé d'ailleurs dans la vidéo. On remettra ça dès que j'aurai fini le montage. Donc t'es pas tombé sur le meilleur, quoi, je dirais. Moi, je te conseillerais Tide Break ou Tide World of Mani, par exemple. Beaucoup plus intéressant. Bon, on aura l'occasion de rediscuter de tous les modules, tu verras, il y en a pas lanqué. J'en ai quelques-uns qui traînent ici. Donc voilà, c'était la petite aparté sur Mothership, on aura l'occasion d'en reparler plus longuement. J'embraye. Je voulais faire une petite discussion sur les Ennies, mais pas que. Youpi. Voilà. Donc, petite discussion sur les prix et récompenses. Ça fait plusieurs fois hein, que je vous dis qu'à titre personnel, pas très intéressé, pour une raison très simple. Donc, comme ça, moi, j'ai un peu l'occasion ce soir, enfin cet après-midi, d'expliciter un peu mon propos. Personnellement, j'ai toujours pensé que les prix, récompenses et autres, et quel que soit le domaine, que ce soit dans le cinéma, la musique, ce que vous voulez, c'est beaucoup la course à l'échalote et la culture de l'ego dans tous les sens, de l'entre-soi qui prédomine. Ça c'est mon point de vue, hein, bien évidemment. Ce n'est qu'une opinion parmi 150 autres. J'ai aucunement la vérité, heureusement. Mais donc voilà, c'est vrai que j'ai ce regard un peu très critique sur tout ce qui est récompense et petits arrangements entre amis. Vous voyez sur les Oscars, les Césars, les victoires de la musique. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Il n'y a pas de raison. Les prix Hugo, les prix Locus, les prix Grand Prix de l'Imaginaire. Vous m'avez compris. Il y en a dans tous les domaines. À chaque fois, c'est un peu le même réflexe. Il y a des prix différents qui vont être plus prix du public, plus prix du jury, voilà, qui se veut plus élitiste, moins élitiste, enfin, peu importe. C'est vrai que par exemple dans l'imaginaire, le prix Hugo est plus généraliste, le prix Nebula et Locus sont un peu plus élitistes. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et dans le milieu du jeu de rôle, c'est la même chose. On a en France par exemple 3 prix. On a, si je dis pas de conneries, hein, j'espère que j'en oublie pas, mais en tout cas les 3 principaux. Donc on a le Graal d'or, qui est remis à Cannes, hein, au Fige. On a le Grog d'or, les Grogs d'argent par les amis du Grog, le guide du Royaliste Galactique, et les prix rôlistes, hein, qui sont par un jury avec plusieurs catégories. Donc
Ça va dépendre ensuite de ce qu'on va trouver dans ces différentes catégories, si on en fait plus, si on en fait moins. C'est vrai que typiquement le Graal et le grog vont avoir beaucoup moins de catégories. Bah, le grog, c'est 2, hein, un or et un argent qui sont parmi les 12 sélectionnés de l'année. Le Graal, ça va être, meilleur trad, meilleur jeu français, je sais plus ce qu'il y a encore. Je vous avoue, j'ai pas tout en tête. Le prix Rollist, lui, veut taper un petit peu plus, du côté des Ennis, justement, dont on va discuter, qui est le prix qui, moi, me parle en plus le moins du moins du moins du moins, quoi. Parce que c'est le prix du public, donc les Ennis sont décernés ensuite à la Gen Con, hein, et qui va récompenser, pour faire simple, hein, qui va récompenser le jeu qui aura la plus grosse communauté. Voilà. C'est aussi bête que ça, quoi. C'est un vrai prix du public. Plus vous êtes nombreux à voter, plus le jeu que vous appréciez gagne. Aussi bête que ça. Ceci dit, comme je disais, j'ai passé cet aspect très critique de la chose, très entre-soi. Il n'y a qu'à voir, hein, par exemple, sur nos prix JDR chez nous en France, c'est à peu près toujours les mêmes personnes, etc., qu'on retrouve peu ou prou sur les différents trucs. Bon, sincèrement, moi, les différentes sélections que j'ai vues ces derniers temps, soit je comprends pas, soit ça me passe au-dessus de la tête, soit je vais pas nommer le jeu, mais il y en a un. Premièrement, je comprends pas. Deuxièmement, c'est une honte. Troisièmement, c'est un scandale. Quatrièmement, ce jeu est une grosse merde. Je comprends même pas pourquoi il a eu un prix. Bref, voilà. Ça, c'est dit. Je vous citerai pas le jeu, parce que je suis quand même poli, jusqu'à un certain point. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des propositions et des sélections qui sont parfois étranges, qui pour moi ont trait avec une espèce d'entre-soi, qui soit voulu conscient ou inconscient, hein. Il y a des choses dont on se rend compte après coup, hein, parce qu'on est dans le truc, on est dedans, et qu'on se rend pas vraiment compte de ce qui se pratique, ce qui se joue, ce qui se fait en dehors de ce petit entre-soi, sans que ce soit péjoratif, ce que je suis en train de vous dire, bien évidemment. Donc c'est vrai que voilà, je suis très très critique là-dessus. Mais le gros bémol que j'y ai, et ce qui fait que les prix sont intéressants, et que je continue à les regarder, que je continue à regarder un peu les sélections, à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, ah ça c'est intéressant. C'est qu'ils sont le reflet d'une sélection, d'un instant culturel à un instant T. Et ça, c'est intéressant. Ça vous donne des marqueurs sur ce qui est ressorti à une époque donnée. Je vous donne un exemple. Si vous regardez ce qu'ont été les prix Hugo, donc les prix les plus prestigieux de l'imaginaire aux États-Unis, puis maintenant c'est au niveau mondial, hein, bien évidemment. Si vous regardez les prix Hugo des années 60 et les prix Hugo d'aujourd'hui, vous verrez que les thématiques et les auteurs et autrices récompensés, ça n'a plus rien à voir. Essayez de relire un prix Hugo des années 60, ça va piquer pour certains d'entre eux, vraiment. Peut-être que ça passera mieux avec les prix Hugo d'il y a 10-15 ans, maximum. Peut-être que ceux-là, dans 10, 15, 20 ans plus tard, on se dira: «Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes qu'on a récompensées?» Donc c'est intéressant, comme je vous dis, pour, catégoriser une époque donnée sur sa sélection. Et donc c'est pour ça, heu, que je trouve que commenter une sélection, c'est plus intéressant. Ça nous montre les différents jeux qui existent, les différentes propositions qui ont été retenues, et que le jury estime, intéressantes à proposer pour un prix. Donc franchement, c'est, plutôt pas mal. Je vois que vous sélectionnez la meilleure tarte au citron, eh bien, c'est la mienne puisque je l'ai appris dans un très bon resto, et c'était vraiment très cool, et de temps en temps ça fait un moment que je l'ai pas refaite d'ailleurs, il faudra que je la refasse. Parce que j'ai même la recette pour faire la pâte sucrée avec. Bref, je m'égare. Mais oui, je vous ai déjà dit que j'aimais la cuisine, ça, je pense que vous le savez déjà. Donc voilà, c'est pour ça que, je me suis dit que commenter la sélection elle-même, c'est plus intéressant que de savoir que XYZ, Tartampion ou mon cul, aura, la récompense finale, dont je n'ai strictement rien à foutre personnellement. Après, les autrices et auteurs qui sont récompensés, c'est aussi pour ça que je mets un bémol, c'est que pour les gens qui reçoivent la récompense, c'est aussi une marque de reconnaissance d'un milieu ou d'un public. Donc c'est vrai que pour eux, par contre, pour elles et eux, c'est très important parce que c'est leur travail, c'est leur engagement qui est récompensé. C'est pour ça que voilà, mon regard très critique sur ce que sont les prix, les jurys, et cetera, est contrebalancé par à la fois discuter sur une sélection et discuter aussi sur le regard que portent les personnes qui récupèrent les prix elles-mêmes. Et ça, c'est toujours intéressant. Je discutais à un moment donné, par exemple, avec Julien Moreau, hein, pour Meute, par exemple. Il était ravi de voir que Meute était sélectionné et autres, parce que ça récompense son travail. C'est aussi important pour ça.
Voilà. Donc ça vient contrebalancer toute ma partie critique. Ceci dit, je parle beaucoup, mais c'est quand même mieux, d'aller voir la sélection et puis de la commenter parce qu'on est comme ça, youpi, vous allez voir qu'il y a énormément de catégories. Alors franchement, les Hennies, c'est la méga foire à la saucisse. Franchement, les Allemands et les Currywurst, dans les cordes, hein. Parce que là, le nombre de catégories, je crois qu'il reste plus que, le prix, de la meilleure assistance du 3e illustrateur à gauche au fond du couloir, qui est proche du cousin du producteur. Je crois qu'il doit manquer ce prix-là. Bon, je suis taquin, vous l'avez compris. Voilà les nommés pour 2026. Nous avons premièrement le prix du jury, donc Judge Spotlight Winners. Donc nous avons 5 propositions et on va les voir les unes après les autres. Vous me direz si vous connaissez, il y en a franchement, il y en a, je ne connais absolument pas, que j'ai découvert justement en préparant l'émission. Donc nous allons avoir premièrement sur itch.io Girlframe, euh, carrément de Isabelle Repsat, youpi, qui est un jeu sous Apocalypse. Voilà. Donc c'est plutôt une version de Apocalypse Case, plutôt, tu vois, qui raconte l'histoire de pilotes femmes lesbiennes qui sont forcées de rentrer dans des mécas organiques à laquelle elles sont reliées de façon organique et qui sont envoyées pour aller défoncer ce qu'on appelle des gorgones, donc des ennemis. Hein. Il y a une grosse vibe Évangélion, Escaflowne, enfin tous les trucs un peu chelous avec des mechas. Qu'est-ce qu'il y avait? Susanoo Aquarion, par exemple, pour ceux qui ont connu. Bon, bref. Il paraît que c'est très très bon, ouais, effectivement. Hein, ouais, ouais, ouais. Déjà, le thème et puis le fait de le faire sous l'Apocalypse, j'avoue que ça peut être très 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 sympathique. Donc voilà, on a 10 playbooks, The Mockingbird, The New Girls, etc. Under Handbook, etc. Bref, il y a plein de trucs. Ça a l'air pas mal. 15$ pour le PDF en plus. Donc voilà pour le premier, Girlfriend. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que celui-là, ça reprend plus des animés que j'ai pu connaître, donc peut être marrant. Le deuxième, c'est chez Bright Bard Games, par John Boyle et Brie de Danan. Allons-y. Donc, de la poubelle au trésor, youpi, donc 35 balles hein, quand même. Eco Fantasy Game about Trash Goblin Magical Girls. Donc, vous jouez des Magical Girls gobelins qui vont essayer de lutter contre la pollution. Voilà. Donc, ils vont changer tout ce qui est déchets et pollution en magie. Youpi, qui vont travailler ensemble. Voilà. C'est un petit jeu cozy fantasy éco-friendly, comme on dit. J'avoue, j'étais pas prêt. Jouer des gobelins. En fait, c'est une version cosy de Werewolf, The Apocalypse. En fait, quelque part. Bref, mais voilà, je trouve et la thématique et le côté tout kiki, regardez-moi ça. Franchement, il y a vraiment une grosse vibe cozy fantasy. Hein. C'est assez incroyable. Bon, moi, je kiffe. Hein. Voilà, la chanteuse, voilà, la petite sirène. C'est n'importe quoi et je kiffe. Donc voilà, Trash to Treasure, 140 pages, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop con, je kiffe. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors ça c'est chez 1XP Alchemical Inc., c'est le RPG Zine Club Year 2. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un gros zine, hein, de ce que je comprends, dans lequel on va retrouver pas mal de trucs de jeux indés, de design, de game design, d'aventure, de scénario, de plein de trucs, quoi. Voilà, des histoires, etc. Donc, c'est une grosse compile de beaucoup, beaucoup de choses qui ont l'air vraiment passionnantes. Vraiment passionnantes, quoi. Donc, si je regarde ici, voilà, Zine, ça a l'air quand même assez incroyable. En termes de contenu et ce qu'on va trouver dedans, ouais, je comprends que ça soit nommé. Ensuite, chez Possible World Games par Walton et James Tad Adcox, Tacklebox. Celui-là aussi, il m'a parlé. Là, on est carrément sur un jeu de pêche surréaliste. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. C'est un jeu à deux. Hein. C'est des prompts par carte qui vont changer la nature de la réalité qui vous entoure pendant que vous êtes en train de pêcher. Ça a l'air complètement barré. Mais alors vraiment, enfin, je veux dire,
À quel moment on peut s'imaginer un jeu comme ça? Le type va tu une partie de pêche, vraiment regarder un petit peu trop la mer et je pense qu'il a dû se faire un bon trip. Bon bref, je veux pas trop rentrer dans la tête de certains auteurs et autrices, mais en tout cas, ouais, le concept est assez incroyable. Et le dernier, Cocorico, c'est Draconis, l'appel de l'aventure, chez Studio Agathe, qui est donc, traduit en anglais. Je dois toujours vous faire une présentation de la boîte, on va essayer de faire ça cet été, youpi, ce serait super cool. Donc, le jeu, entre autres, dessiné par Chanet. Donc Draconis. Voilà pour les prix du jury. Alors je vais essayer d'avancer parce que comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de catégories. Donc, vous avez ensuite 2 catégories sur les scénarios. Scénario campagne, scénario one shot, pour faire simple. En scénario campagne, je peux vous citer Historia Arcanum. Quand même, une Venise Renaissance avec de la magie en 5e édition. Quand c'est bien raconté, ce genre de truc en 5e, ça donne des trucs assez extraordinaires. L'Odyssée de Destin Dragon, je te salue. Donc, et en plus, le cadre de Venise, c'est quand même pas mal avec le carnaval, danse macabre, etc. Donc, franchement, ça a l'air vraiment, vraiment excellent. Ensuite, Cocorico à nouveau, Terra Antarctica, la grosse aventure pulp pour Horreur à Arkham, qui est effectivement blindé à rabord de matos. Ça, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Donc, il y a celui-ci. Vous avez ensuite Tomb of Thousand Doors, un méga donjon pour Boss Ritter. Quand même. Qui a l'air... Boss Ritter, un jeu dont on ne parle pas assez, je trouve. Donc voilà, un gros méga donjon. Et on a The Spark Devil, qui est du Cthulhu. Je crois que c'est l'adaptation de trucs audio par la Société historique de Lovecraft. Voilà. Donc ça, c'est pour meilleure aventure, long format. Format plus court, je regarde parce que je suis quand même curieux. Des fois qu'il y en a que vous connaissez, que moi, je ne connais pas du tout. Celui-là, typiquement, inconnu au bataillon. Donc Camp Snallygaster. Alors, déjà, le jeu de mots, waouh. Ça a l'air d'être une aventure. Alors, enlevez-vous les cookies. Alors, on est des conseillers de campement. Notre travail est d'éduquer, guider les campeurs. Et on les protège contre tous les hasards qui peuvent se foutre sur leur route. Le leader a disparu. Sans leur guidance, c'est à vous. D'accord, donc c'est un jeu de guide et de conseiller. Ma foi. Bon, celui-là, franchement, inconnu au bataillon. Ensuite, on arrive sur DriveThru RPG. Oui, je suis humain, quoique des fois, je me demande. Celui-ci, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? The Bride of Pendle. Ah, c'est pour l'appel de Cthulhu. Et ça, généralement, c'est les jeux qu'on peut retrouver dans le Miskatonic Repository. Donc, c'est sur DriveThru RPG, vous avez un espace où les développeurs qui créent des choses sous Call of Cthulhu System peuvent les déposer avec l'approbation de Chaosium, bien évidemment. Donc là, c'est une aventure one-shot pour l'appel de Cthulhu par Jason Green, et qui a l'air plutôt bien foutu, quoi. Même très bien foutu, en fait. Voilà. Donc body horror, kidnapping, super, mutilation rituelle, un truc qui donne tellement envie. En tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment sympa, quoi. Et puis alors, 19 balles, enfin c'est 18,95 $, ça va nous faire quoi ça? 16 € à peu près? C'est quand même pas mal. Donc ouais, je comprends pourquoi celui-ci est nommé. Vous avez ensuite The White Horse of Lowally. Ok. Hop là. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, je ne sais pas. Je découvre. C'est plutôt de l'OSR, Dark Fantasy Folk Horror. Donc en fait, c'est un scénario qui va s'adapter à des jeux typés OSR et autres. Et voilà un petit peu... Ah ouais. Et oui, quand même. Je comprends mieux. Donc, le petit village où tout va bien. Et puis, il se passe des choses. Et j'aime beaucoup la maquette et les illustrations. Alors, est-ce que le jeu Summer Camp, c'est pour les adultes en manque de leurs années scout? Sûrement. Oui, le folk horror, c'est à la mode. Dolmenwood, hein. Mais pas que, hein, ça existait déjà avant, hein, de toute façon. Hein, mais oui, ça revient bien, quoi. Mais en tout cas, c'est très beau. Sachant qu'on a déjà vu ce genre de truc, genre la couronne de sel chez Arkane, ça peut tout à fait atterrir chez eux, ça ne m'étonnerait pas du tout. Ensuite, on a Tragédie au théâtre de Zaya par Munkao. Inconnu au bataillon aussi.
Franchement, je découvre, hein. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion de le lire en même temps, quoi, hein, c'est aussi, ça le qui est intéressant. Pareil, ça va être un jeu, hem, pour du one shot qui utilise, voilà, je cherchais le jeu, Kern RPG et Into the Odd. Donc on est sur de la mouvance OSR aussi. Pareil, je suis assez curieux de voir là. Ah ouais, vous avez carrément un PDF qui s'ouvre et il y a tout dedans. Ah ouais, c'est plutôt très cool, quoi. Donc voilà un petit peu le genre de choses que l'on peut retrouver. Et enfin, Whispers of the Woods par Altung Storytelling, à mon avis, qui est également de l'OSR. Voilà. Donc encore un truc de folk horror compatible OSR. C'est exactement ça. Avec des règles pour jouer en solo ou sans MJ, en plus. Donc plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu les sections pour les scénarios. Ensuite, on a les aides de jeu digitales, les aides de jeu non digitales. Alors je regarde s'il y en a qu'on connaît. Là, j'accélère un petit peu, hein. Je vais vous montrer en non digital une qui me plaît particulièrement, c'est chez Hit Point Press. C'est The Field Guide to Floral Dragons Gardeners Miniatures. Donc on a les miniatures pour les dragons floraux. Hop, va-t'en. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ils sont magnifiques. Ensuite, la partie artistique illustration, donc on a la couverture et l'intérieur, qui sont 2 catégories, séparées. Donc là, autant aller voir parce qu'il y a quand même des choses qui sont magnifiques. Book of Spirits. Écoute, là, franchement, je ne connais pas du tout et effectivement, c'est plutôt beau. Donc c'est de la 5e édition pour les esprits et le royaume des esprits. Youpi! C'est plutôt très beau. On a ensuite Historica Arcanum, parce que franchement, il est quand même magnifique. Alors dans son genre, hein, c'est tout de suite beaucoup plus, bon voilà quoi, hein, ça respire la gaieté et la fraîcheur, hein, on est bien d'accord. On a ensuite Mappamundi, celui-là oui, je suis un peu deg de l'avoir raté d'ailleurs, en préco. Voilà un petit peu Mappamundi, ce que ça donne, exploration et écologie. Et c'est vrai que c'est très, très beau. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Là, on le voit pas, c'est dommage. Je vais me mettre ici, ce sera plus simple. Comme ça, vous voyez vraiment la cover elle-même. Voilà ce que ça donne. Donc il y a vraiment toute une grosse vibe, écologique et fantasy. Éco-fantasy, quoi. Donc Mappamundi. Ensuite, on a The Crooked Moon Standard Edition Hardcover par Xavier Colette. OK les gars, vendu. Voilà un peu ce que ça peut donner. C'est magnifique. C'est vraiment, donc artiste français, hein. Donc votez pour lui. Je dis ça, hein, je vais pas, guider vos votes bien sûr, mais votez pour lui, quoi. Et ensuite Totem The Spirits RPG, que je ne connais pas du tout. Ouais, c'est un autre style, quoi. Mais c'est toujours chez Officina Meningi, donc qui a fait déjà Last Sabbath. Bah, c'est les mêmes auteurs d'ailleurs. Donc ça, j'avoue que ça risque d'arriver chez Agathe. On dit ça, on dit rien. Donc ça, c'est pour couverture. À l'intérieur, Cocorico et Crime. Voilà. Toute la partie artistique intérieure des Crimes, c'est une tuerie. De toute façon, le jeu est magnifique. Et la partie artistique est à tomber aussi, de toute façon. Donc, Crime, faut voter pour Crime. Ensuite, on a Household Volume 2 chez Two Little Mice. Et c'est vrai que Household, quand même, c'est quand même un petit peu beau, quoi. Voilà. Legend in the Mist, bientôt chez Les Barbus. Ça a de la gueule, mais je préfère Crime. Nous avons ensuite Mappamundi à nouveau. Et le box set, le guide des dragons floraux. Effectivement, la première fois que c'est sorti ce truc, parce que j'ai quelques produits de chez Hit Point Press, dont la campagne Ekna, dont je vous en parlerai un de ces jours, ça fait 4 ans, hein. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est Chanet qui refait un artbook, parce que ça y ressemble beaucoup quand même, hein. Les dragons abeilles, dragons scarabées, etc. Mais c'est superbe, c'est très très beau, quoi. Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà, les dragons d'Azalée. Qu'est-ce que nous avons? Le dragon rhododendron.
avec sa physiologie et tout et tout. Hop, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est magnifique, vraiment. Puis en plus, c'est des dragons, quoi. Mais c'est vrai que quand vous êtes habitué à Draconis, ça fait bizarre, quoi. Voilà. Donc oui, vous pouvez avoir les dragons chou-fleurs. Je trouve dommage que JDR non anglophone ne soit pas nommé sur ces catégories-là. Ouais, bah ouais, mais bon. Heu, Ensuite, en cartographie, bah, cocorico, la collection of Fantasy Math par Guillaume Tavernier et Die quand même. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point c'est une tuerie ce que fait Guillaume et tous les auteurs, qui gravitent autour? Bien évidemment, je vais pas tous les citer parce qu'on les a tous un peu reçus, je crois, à un moment donné. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ici, une collection, sa collection de livres-jeux. Donc voilà, c'est toujours aussi classe, c'est toujours aussi excellent et il faut bien évidemment voter pour ça. Ensuite, on a Dolmen Woods, les maps, parce que Dolmen Woods, c'est Samuel Titerman, moi, qui en parlait le premier et qui disait à quel point c'était extraordinaire. Donc voilà un peu pour Dolmen Wood. On a Pendragon Game Master Screen Pack. Bon, ok. C'est vrai que c'est beau, clairement. On a Pilgrims of the Murkdom. Alors là, franchement, c'est déjà moins ma cam, mais c'est beau. Mais par contre, ouais, c'est vraiment pas ma cam, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? S'il veut bien revenir en arrière, merci. Tomb of a Thousand Doors. Donc c'est le Mouse Ritter. Oui, oui, Dolmenwood, excellent, hein, ça c'est clair, hein. Est-ce que c'est toujours pour de la fantasy? Bah, oui. Oui. En même temps, quand tu vois ce qui est fait pour la SF, il y a pas des trucs non plus super beaux, hein. Voilà. Peut-être l'année prochaine, quand ça sortira le gros machin qui a cartonné là, en 5e édition. Mais sinon, effectivement. Ensuite, meilleur, contenu communautaire, je passe, hein. Meilleure famille de produits, on a Crescent 2e édition, Dragon Town, Dungeons and Kitten, donc Edge Studio et Studio Dead Crow, Donjons et Chatons. Le starter set est proposé. Donc Cocorico, ça fait toujours plaisir. On a Pico aussi, qui est proposé. Un jeu pour les enfants, par les créateurs de Wildsea. Ensuite, meilleur jeu produit gratos. Donc les Kickstarter, etc. Enfin les Kickstart et surtout, parce que là, notre cher Nicolas alias Gulix en fait partie et que je les ai lus et c'est génial. Je vais vous les commenter un de ces jours. Spriggs and Kenling. Donc il y a déjà 3 numéros qui sont disponibles. En tout cas, moi j'avais téléchargé les 3 premiers. Mais vous voyez qu'il y en a déjà d'autres qui sont disponibles. C'est un gros fanzine qui vient de la communauté The Gauntlet, avec Jason Cordova entre autres. Vous savez, les gens qui font Brindlewood Bay, The Between, Public Access, etc. Il y en a plein, hein. Donc les jeux qui sont des dérivés de l'apocalypse et qui vous permettent d'avoir des enquêtes émergentes. Alors c'est spécial, hein. Moi personnellement pour les enquêtes, je préfère Gumshoe, vous le savez. Mais l'enquête émergente, en fait, c'est les joueurs qui vont élaborer leur théorie et c'est plus ou moins ce qui va permettre de déterminer la résolution de l'enquête. Donc en tout cas, Spriggs and Kenling, moi je vous le conseille fortement, votez pour lui. Voilà. Ensuite, meilleur jeu carrément. Donc là, je vais les citer en allant un peu plus vite. On a la nouvelle édition de Coriolis, donc The Grid Dark, que voilà, qui ne m'a jamais parlé, qui ne m'a jamais intéressé, mais après, chacun ses goûts là-dessus. On a le livre de base de Daggerheart, le Donge Killer, comme on dit, mais qui apporte. Alors, moi, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas chroniqué. On fera ça un de ces jours pour voir effectivement ce qu'il apporte de nouveau et de rafraîchissant, parce que ça a l'air effectivement d'apporter quelque chose d'intéressant pour le genre épique et high fantasy, quoi. Donc, en tout cas, voilà. Daggerheart. On a Legend in the Mist, qui arrivera en français d'ici quelques temps, qui lui m'intéresse déjà beaucoup plus. On a Sickest Witch Core Rulebooks, ne me demande pas ce que c'est, je n'en ai strictement aucune idée. Mais alors vraiment pas. Justin Sirois, bah tu vois, je connais absolument pas. Et ben franchement, a priori ça a l'air d'être du Morgborg derrière. Bah écoute, ça a l'air plutôt sympa, donc à voir. Je regarde un petit peu, hop. Ah oui, ok. C'est plutôt bien, oui, c'est plutôt bien foutu, efficace quoi. Ok, donc voilà pour les
Ah mais j'ai oublié le dernier, Thieves of the Tom. Qu'est-ce que c'est que ça? Heu, alors là, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je ne comprends pas, mais attention, il y a des trucs barrés qui sont excellents, hein. Alors, Secret Switch est un jeu de rôle Dark Low Fantasy et Folk Horror où les sorcières gagnent en pouvoir en récoltant des parties de corps pour lancer leur sort. Waouh! Encore un truc bien formidable. Alors là, on est sur un jeu où des magiciens ont volé leur magie de tous les royaumes. Ils ont volé les sorts, notre destinée, et il est temps de retrouver tout ça. Donc on est un voleur qui doit retrouver la magie perdue. Ça a l'air complètement éclaté au sol, ce truc. Ah ouais, bah, pourquoi pas, j'allais dire. Déjà, la proposition est marrante. Euh, Ma foi, curieux. Ensuite, meilleure maquette et design, meilleur monstre. C'est pour ça que je vous dis que les Ennis, c'est vraiment la foire à la saucisse, quoi. Vraiment. Puis tous les styles de saucisse y passent, là, hein. Je veux dire, la prochaine, c'est le Ennis du meilleur marque-page, quoi. Enfin, on peut aller jusqu'à ce niveau de ridicule à un moment donné. Donc là, on a des monstres. On a le meilleur contenu online. On a production value. Donc c'est voilà, des slipcases, etc. Franchement. Best RPG Related Product. Donc on a des calendriers, on a des pins. Non, vraiment, à un moment donné, stop, quoi. Meilleures règles. J'ai toujours du mal avec meilleures règles, moi, personnellement. Qu'est-ce qui fait qu'un système serait meilleur qu'un autre? Je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Meilleur setting, ça, par contre, c'est peut-être plus intéressant. Meilleur univers. Donc vous avez Dolmenwood et Crime, à nouveau. Grim Hollow. Grim Hollow, c'est de la balle. Je vous conseille aussi. Household et Ryokos Guide to the Yokai Realms. Donc plutôt pas mal. Ça, par contre, qui est une catégorie pour les jeux solo, c'est plutôt intéressant parce que ça met en lumière et en avant des créateurs de jeux solo, ce qui est très très cool parce que c'est vraiment quelque chose, une grosse tendance de fond, le jeu de rôle solo. Donc là, vous avez l'Odyssée des géants, Pirouette, le Song of the Scriptworm, Spine, The Bonsai Diary, qui va arriver chez les fondations de l'imaginaire, celui-là. Trop bien. Et ça a l'air trop bien. Un guide de bonsaï. C'est trop cool. Franchement, fallait l'inventer. D'ailleurs, tiens, je regarde un petit peu tous parce que j'avoue que je suis un peu curieux. Ah oui, d'accord. Donc, Song of the Scriptworm, A Librarian's Apprentice Mystery. Ah, celui-là m'intéresse aussi, hein. C'est les apprentis bibliothécaires, c'est cool. Pirouette, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Oula, ah oui, c'est pour la danse. Ok, donc c'est sur la danse. L'Odyssée des géants. Ça a été traduit, je crois, chez La Loutre, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Nous avons quoi d'autre? Spine. Ça me parle, celui-là aussi. Ou alors c'est qu'il est en projet de traduction. Hmm. Donc on est un chercheur qui a hérité d'un livre d'un proche, enfin d'un proche parent, enfin d'un parent éloigné. Sauf que le livre est chelou. Et on va lire des extraits et ça a l'air tout bizarre. Ok, pourquoi pas. Et le dernier, donc The Bonsai Diary, je vous l'ai cité. Voilà. Ensuite, meilleur contenu de streaming. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Meilleur supplément. Mais c'est bizarre d'avoir meilleur supplément, meilleure maquette, meilleure illustration, meilleur système. Ça fait redondant un petit peu tout, hein. Donc on a l'Action Grimoire pour Legend in the Mist, Mistfeed, No Place Like Homebrew, The Creative Game Master Guide to Extraordinary Location. Ça, par contre, c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est comment designer soi-même ses lieux d'aventure. Ça fait partie des livres aides de jeu. Et The Painted Wastelands. Alors celui-là, il est en ce moment dans le Ennis Emporium. Déjà, voilà, la charte graphique, elle est à tomber. C'est très Métal Hurlant Moebius. Format OSR et post-apo. Post-apo fantasy, quoi. Hop, voilà. Donc j'adore. Franchement, je kiffe je kiffe vraiment enfin le jeu lui-même, quoi. Vous voyez un petit peu le truc complètement foutraque. C'est Mad Max rencontre le Seigneur des Anneaux, quoi. Voilà. Donc ça j'avoue que celui-là, j'aimerais bien avoir une trad, quoi.
c'est pas tout le temps le cas, mais alors celui-là, juste par le look, ça me fait rire. Ensuite, meilleure écriture. OK, est-ce que ça va pas avec meilleur jeu déjà? Bah, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal quoi, quand même, hein. Donc là, on a Rapscallion, par exemple, chez, Magpie et surtout, je vous en avais déjà parlé et ça, je vous en ferai une chronique, Storybake, donc qui est un guide sur la cuisine et le jeu de rôle. Autant vous dire que ça va être un truc formidable, quoi. Hop et ensuite, le produit de l'année qui est la réc bonsoir Yevendil, j'espère que tu vas bien. Et ensuite, la récompense la plus prestigieuse des Ennis, c'est le produit de l'année et là, vous avez donc Coriolis, Daggerheart, Dolmenwood, Legend in the Mist, Menagerie of Unbearable Things, celui-là je le connais pas du tout. C'est très très beau en tout cas. Ça, à mon avis, c'est encore de l'OSR, et oui. Et c'est et c'est à tomber. Et c'est à tomber, je kiffe. C'est magnifique. C'est vraiment le genre de truc qui, à la fois est du jeu de rôle pratique dont on peut se servir pour ses parties, etc. et à la fois de l'art, hein. On est vraiment à la croisée des deux, hein. Et c'est vraiment super cool, quoi. Ah ouais. Donc c'est pour donner des inspirations, etc. Donc bah franchement, ça a l'air très cool. Ensuite, donc The Bonsai Diary est nommé dans Produit de l'année, ce qui est quand même pas rien. The Crooked Moon Ultimate Edition. Qu'est-ce que c'est que ce truc? OK, 880 $. Ah ouais, quand même, hein. C'est oui, pourquoi pas? Alors qu'est-ce que c'est? OK, ça va être un bouquin de campagne, je pense, avec une tonne de figurines, de peluches, d'écrans, de cartes, de dés, parce que des fois que vous en manquiez, Metal Dice, voilà, plein de trucs, des stickers. Je sais pas quoi c'est tout ça, il y en a pas enfin une carte en tissu, 2 cartes en tissu, une tonne de matos dont vous n'aurez strictement rien à foutre, mais c'est pas grave. Il faut bien qu'on justifie qu'on a claqué comme un gros demeuré, 880 parce qu'on le mérite bien. Alors c'est pas le plus gros, hein, en termes de prix de vente, c'est, le jeu de SF là, Astro Odyssey, où il y avait des packs à, 1 000 $. Alors, hop, je regarde un petit peu vos commentaires. Youpi. La couronne de sel, c'est catastrophique. Ah bon, c'est beau, plein de belles idées. Tu un TPK toutes les 5 minutes. Mais je veux dire, c'est de l'OSR en fait. L'OSR, si tu joues by the book, tu y passes très rapidement quand même, hein. Voilà, faut bien l'avoir en tête, quoi. Les campagnes OSR, c'est chaud patate, quoi. Je reviens donc à Crooked Moon, qui est complètement barré au niveau du prix, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est nommé en tout cas. On a donc la boîte pour Field Guide Dragon Floral, là, The Spark Devil et The White Horse of Lowali, qu'on avait vu tout à l'heure. Aussi, pareil. Voilà un peu tous ceux qui sont proposés. Voilà toute la sélection des Ennis. Je sors de là, youpi. Ce qui est intéressant, effectivement, comme je vous disais, c'est de voir un peu. Alors, tu as fait jouer certaines campagnes OSR comme Silent Titans, et pas aussi Mortel. D'accord, ok. Ouais, je pense que ça doit dépendre des campagnes, de la façon dont elles sont designées aussi, hein. Tout simple, enfin, je pense, hein. Pour avoir lu pas mal, je reviens à Mothership tout à l'heure, pas mal de modules. Tu as des modules qui sont intéressants dans ce qu'ils peuvent proposer, qui ont l'air à peu près équilibrés, puis d'autres, c'est le funnel, quoi, hein, c'est-à-dire le vaisseau spatial à explorer où tout le monde va y passer. Donc ça dépend vraiment de la façon dont c'est conçu, hein, je pense que. Donc si tu me dis que l'autre il est pas top, bah dommage. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est beau, hein, la couronne de sel par contre, hein. Après, si on devait s'arrêter à tous les jeux qui sont juste beaux, je serais en train de faire jouer comment il s'appelle là, le raté de chez Arcane là, que j'avais vraiment pas aimé. C'était Historia. Magnifique, aucun intérêt. Donc voilà, il faut toujours se méfier des beaux enrobages, parce que je suis le premier à être victimisé, hein, je vais pas du tout jeter la pierre à qui que ce soit, je suis le premier victimisé. Mais des fois, on a des grosses désillusions sur des jeux qui nous paraissent vraiment cool et beaux, quoi. Là-dessus, on est tout à fait raccord, monsieur Alceste. Puis voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc voilà un petit peu cette sélection qui est assez, qui est assez marquante en fait de ce qu'elle propose. À la fois des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Le Legend in the Mist, c'est vraiment très très cool quoi, en proposition. Pas mal de jeux solo, comme vous avez pu le voir. Des sélectionnés qui viennent de France, quand même. Donc Horror Arkham, des Architecture Art, Donjons et Chatons, et Crime, et Draconis.
Voilà, ça fait quand même, du beau monde, hein, donc mais je vous rappelle donc que le principe des ENISA, c'est que une fois que la sélection des nommés a été faite, qu'elle est disponible, il va y avoir maintenant le plus dur pour les jurys, c'est-à-dire tenir compte de tous les votes, puisque c'est maintenant qu'on va voter. Donc je remets, hop, la page ici et alors comment ça fonctionne? Ça, je vous avoue que je ne sais jamais. Ça, c'est les juges, voilà. C'est si on veut être candidat pour les juges de 2027, soumission et alors où est-ce et voilà, voter, c'est ici, vous le voyez en haut et c'est là que vous allez voter pour toutes les catégories. Youpi! Donc si je vais par exemple là-dessus, bah, je peux voter pour celui-là par exemple. Voilà. Donc c'est je choisis pour qui je vote. Donc voilà et ce qu'il y a, c'est que si vous avez une grosse communauté, avec des milliers de joueurs ou des milliers de fans, forcément votre jeu va être beaucoup plus facilement, pris du public. Ce qui peut se comprendre, en même temps. Mais c'est vrai que c'est un peu du coup la course à l'échalote où chaque créateur, chaque éditeur va venir, vous trouver sur les réseaux sociaux en disant: «Votez pour mon truc, votez pour mon truc». Alors c'est vrai quand on est français, on va peut-être voter un petit peu pour les pour les 5 que je vous ai cités, ce qui me semble un petit peu logique. Bah, surtout que c'est des beaux jeux et des bons jeux, donc ça aide aussi, hein, quand même. Mais, c'est vrai que voilà, si vous avez une communauté, bah, c'est plus facile de gagner le prix, entre guillemets. Mais en même temps, c'est logique puisque c'est un prix du public. Et je dirais que c'est un peu ce qui manque au prix, rôliste chez nous, qui se veut un peu l'équivalent des Ennies. Alors, il y a des catégories, fort heureusement. Alors pitié les gens du prix rôliste, hein, si vous m'écoutez, ne faites pas autant de catégories que pour les Ennies, parce que c'est quand même un petit peu tout et n'importe quoi. Je pense que les catégories que vous avez, c'est bien, on est pas mal. N'en faites pas beaucoup plus, merci. Mais ce qui manque, c'est l'accès, vote du public. Que la sélection soit faite par le jury, c'est cool, mais si vous voulez vraiment aller sur le terrain des Ennies, il faudra les votes du public à un moment donné ou d'en réserver 2-3. Bon, voilà, c'était les les petits conseils, que je me permets de filer aux gens du prix rôliste. Bon, j'en connais quelques-uns, donc c'est pas du tout une critique, bien au contraire. Voilà, donc en tout cas, les Ennies, c'est en cours, vous pouvez voter, faites-vous plaisir et c'était l'occasion d'avoir cette petite, discussion avec vous et qui déborde, hein, comme je vois les discussions avec Alceste par exemple, qui déborde effectivement aussi sur qu'est-ce qui fait qu'un jeu va être intéressant et autres. C'est pas que le côté ça claque, c'est beau, parce que j'en ai pledgé quelques-uns comme ça, et après la déception elle est à hauteur quoi. Hein. Je crois que la dernière déception que j'ai eue, c'est la trad de Ultraviolet City, Ultraviolet, les plaines ultraviolettes, qui est chez Odonata, où la trad est très compliquée, on va dire ça comme ça. Voilà, c'était une petite discussion sur les prix, récompenses. C'était un peu l'occasion, hein, quand même. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je suis très critique à la fois sur les récompenses en elles-mêmes, mais très intéressé par les sélections, parce qu'elles nous apportent, ce qu'elles nous apprennent. Donc en ce moment, vous voyez que l'OSR et le PBTA a toujours le vent en poupe, hein. Clairement, dans la partie créative, c'est vraiment ce qui ressort, hein. Oui, ce qui manque dans le prix release, c'est des catégories plus explicites. Oh! Oh là là, c'est méchant. Je l'enlève. Non, c'est, je sais pas, enfin, bon moi de toute façon je suis pas très intéressé par les prix, ça vous le savez. Par contre, comme je vous disais, les sélections, quand il y aura les sélections des prochains jeux, ce sera intéressant d'en rediscuter aussi effectivement. C'est vrai que chez nous, je trouve que ça manque de clarté et de transparence. Alors le prix release a été un peu plus transparent cette année, mais alors les autres, oh là 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 là, c'est compliqué quoi. Si, j'ai lu la seconde phrase, ouais. Ça t'inquiète. Voilà, c'était la petite discussion sur les prix, récompenses. Un de ces jours, il faudrait qu'on se fasse une discute juste sur les jeux qui sont beaux, mais qui sont nuls. C'est vrai que tu m'as donné l'idée, Alceste. Si tu veux participer, je t'invite. Je pense qu'on en a quelques-uns dans le collimateur, qui sont très beaux, très prometteurs et qui sont des grosses bouses. Historia, j'écris ton nom. Voilà. Je pourrais citer, Medium Ivom aussi, qui était très sympa, mais qui est bref, vous m'avez compris. Voilà pour aujourd'hui, ce petit, dimanche indécent. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le voilà, petite discussion, petit kit de découverte, mélanger les 2, je trouve que c'est toujours un peu plus intéressant. Quant à nous, avant qu'on prie du jeu beau mais pas top, il y a de la concurrence. Ouais, 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 ouais. Écoute, si ça t'intéresse, on se fait la petite invite, on se fait notre sélection et puis voilà. Alors ce sera un peu le prix putassier de notre part, quoi. Le prix de l'importance des images, mais oui, bien sûr, sinon il y aurait pas d'autant de d'IA qui vient dans le monde du jeu de rôle. C'est parce que si tu rends pas un minimum ton jeu beau et attractif,
ça joue le visuel, hein, on le veuille ou non, hein. Donc il faut un minimum qui est du «beau» entre guillemets. Maintenant après s'il y a que ça derrière, bah, ton jeu il s'écroule, quoi. Et ça, j'allais dire, c'est pour ça que derrière on est censé avoir un game design. Ça, c'est un autre débat. Voilà pour aujourd'hui. Alors je vous remercie déjà d'avoir assisté à cette émission. C'est toujours sympa de vous voir, aussi nombreux à cette heure-là, surtout avec la chaleur, donc voilà, merci à vous. Le programme de la semaine, parce qu'il y a des choses qui vont continuer à arriver. A priori, nous, on est à peu près épargnés par la grosse canicule, donc vous devrez pouvoir arriver à faire des émissions. Donc mardi, on aura l'hebdo. Dans l'hebdo, je vais vous présenter un jeu qui, à mon avis, voilà, risque d'être le prochain gros banger communautaire, aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout, qui est un jeu de Tuesday Night Games, qui est en version 0, comme Mothership l'a été fut un temps. Donc je vous parlerai de Featherhog mardi. Ça a l'air d'être une grosse... Justement, on sera dans le terme de la folk horror. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le même succès que ce qu'ils ont eu avec Mothership pour la sci-fi horror, avec la folk horror? Donc Featherhog, on décortique tout ça mardi soir. Ce qui nous attend ensuite jeudi prochain, bah écoutez, on verra sûrement du streaming indécent ou des chroniques littéraires et mangas, parce que je suis en train d'en lire beaucoup en ce moment, donc ce sera l'occasion de faire le point. On aura l'occasion de communiquer sur notre agenda de la semaine. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de dimanche, à vous remercier d'avoir été encore là. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même abonner vos enfants, la famille, les cousins, les tontons, tout le monde, allez-y, abonnez tout le monde, on est comme ça, pris de groupe. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao, 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 ciao.